Bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre émission d'actu culture et société. C'est tous les mardis 19h 21h sur Move. Je suis toujours So Spencer, votre go, so sweet, so chill. Et je suis toujours avec mes go, Florence et Leïla. Salut. Ça va quoi? Bah tranquille, et toi? Bah écoute, tout à l'heure il y avait un peu de pluie, maintenant il refait beau, tout ça, donc ça va. Mais ça en va, ce moment ça va. c'est la pluie quand même. Ouais, en ce moment c'est très pluie, hein. Il y a un Très peu de morose. pluie, un peu de beau temps, mais bon. Mais c'est nous le beau temps. C'est nous le soleil, c'est nous le soleil de votre vie. Alors, comme d'habitude, on est là pour débriefer de l'actu comme tous les mardis. On va passer 2 heures agréables ensemble. Vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder en direct sur move.fr. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, c'est l'actualité politique forcément de ce mois de juin. En arrivant en première position avec 32% des voix, le Rassemblement national a largement dominé ce dimanche lors des élections européennes. Alors, le président Emmanuel Macron a annoncé des élections législatives anticipées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, tu vas vraiment nous expliquer en détail en quoi ça consiste. Et Florence, avec cette montée inquiétante de l'extrême droite, tu t'es penchée sur l'histoire du RN. Ouais, et surtout on va se demander si on peut le considérer comme un parti comme un autre. C'est ce qu'on verra. Ils ont la trentaine, ils voyagent, ils sont célibataires et surtout, ils cherchent des femmes qu'ils estiment moins féministes qu'en Occident. Alors ce soir avec Flo, on va tout vous dire sur les passeports bros, ces masculinistes qui partent à la recherche de meufs, des femmes traditionnelles sous couvert de misère sexuelle. Et comme nous, on souffle de ce genre de mentalité, Leïla, tu vas nous dire pourquoi certaines femmes choisissent de rester célibataires. Exactement, et du coup on va voir d'où vient le stéréotype de la vieille fille ou de la célibataire désespérée qui vit avec ses chats. C'est bientôt le retour de l'été et comme chaque année à ce qui paraît, nos ventres doivent être plats, nos jambes doivent être imberbes et nos agendas doivent être remplis de voyages, sauf qu'en fait 40% des Français ne partent pas en vacances et environ 60% des Françaises n'aiment pas leur corps à l'approche de l'été. Vous l'avez compris, pour ce troisième sujet, on va revenir sur les fameuses injonctions de la saison où l'on se découvre de plus d'un fil. Afro Nation, le plus grand festival d'Afrobeats au monde, est de retour cette année du 26 au 28 juin à Portimao au Portugal avec une programmation riche et des stars de renommée mondiale. Afro Nation, c'est vraiment devenu depuis 2019 un festival incontournable et ça fait aussi la fierté de l'Afrique et de toute la diaspora. Une line-up incroyable est prévue cette année et parmi les têtes d'affiche, Leïla, t'as choisi de te pencher sur la carrière de Fally Ipupa, l'aigle du Congo. Dicap la merveille. Exactement. Et toi, Flo, tu vas nous parler de la star du rap game. Barbie. Nicki Minaj. T'es une barbe, toi? Bah attends, bien sûr. Allez. Bien sûr que si. Depuis petite. Tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de la pluie et le beau temps. C'est parti. Jusqu'à 21h, So Spencer, Florence, Leïla, la pluie et le beau temps. C'est vrai qu'on vous en avait longuement parlé il y a quelques semaines dans une précédente émission. La bataille politique pour les élections européennes a pris fin ce dimanche 9 juin. Donc les Français sont allés voter pour la seule assemblée transnationale qui existe. Je vous rappelle déjà que la principale mission du Parlement européen, c'est de représenter les intérêts des citoyens de toute l'Union européenne. Et donc pour ça, le Parlement européen collabore étroitement avec les présidents et aussi les représentants des 27 pays de l'Union européenne. Pour tout ce qui est des votes, les députés européens sont élus par les citoyens de chaque État membre. Du coup, c'est eux qui formulent les textes de législation et c'est aussi eux qui prennent toutes les décisions qui sont liées au fonctionnement de l'Union européenne. On vous l'avait dit aussi dans l'autre émission, nos votes ont le pouvoir d'influencer les décisions qui sont prises au Parlement européen. Forcément, ça a un impact sur nos vies quotidiennes, mais qu'est-ce qui s'est quand même passé ce week-end, Florence ? Et ben en France, le Rassemblement national de Jordan Bardella est arrivé largement en tête avec presque 32% des voix. Ouais. Et c'est vraiment pas passé, enfin personne n'est passé à côté de ça encore aujourd'hui. En France, le Rassemblement national de Jordan Bardella et Marine Le Pen a recueilli quasiment 32% des voix selon les résultats définitifs qui ont été publiés hier par le ministère de l'Intérieur. Renaissance aussi, le parti présidentiel arrive en deuxième position avec 14,6%, juste devant la liste du PS, Place publique de Raphaël Glucksmann, et la France insoumise de Manon Aubry. Du coup l'extrême droite elle a pris beaucoup de place dans le reste de l'Europe aussi. Malheureusement oui, c'est vrai que les résultats de dimanche ont confirmé la poussée de certains partis d'extrême droite. Alors ça vient essentiellement de la France avec le Rassemblement national, des Fratelli d'Italia, toujours avec l'accent tu connais, Fratelli d'Italia, donc en Italie. C'est pas ouf en plus parce que c'est l'extrême droite, mais en vrai, Fratelli d'Italia, ça veut dire... Mais la manière dont tu le dis, ça rend le mot joli. Ouais, et ça veut dire les frères d'Italie. Mais pour le coup, on n'est pas frères. On n'est pas trop fratelli. Non, du coup, ça vient aussi du PiS polonais et aussi de l'AfD allemande et aussi du Fidesz de Viktor Orban en Hongrie. Et ça représente combien au total tout ça du coup ? Alors à eux seuls, donc ces 5 partis que je viens de vous citer réunissent plus de 57% de l'ensemble des élus d'extrême droite. J'aimerais bien connaître leur motivation, moi. Alors, je vais te parler juste pour la France. En tout cas, selon Ipsos, les préoccupations principales des Français étaient forcément centrées sur le pouvoir d'achat et
l'immigration. Et c'est quelque chose que Jordan Bardella, on le sait, a placé en thème principal de sa campagne. Du coup, c'est une défaite amère aussi pour le camp du président Emmanuel Macron. Et en réaction à ce score inédit de l'extrême droite, le président a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et surtout de convoquer les Français à des prochaines élections législatives. On l'écoute. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Alors, tu vas nous expliquer, Leïla, ce que ça signifie la dissolution de l'Assemblée nationale. Exactement, parce que dimanche soir, notre cher président de la République a volé la vedette aux résultats terrifiants des élections européennes. Je ne sais pas si voler, c'est le bon terme, surtout quand on voit qui ça met en avant. Mais ouais, il a annoncé du coup la dissolution de l'Assemblée nationale, comme l'autorise l'article 12 de la Constitution. Et concrètement, ça veut dire que les députés actuels sont comme renvoyés, entre guillemets, et doivent être rechoisis par les Français au moment de nouvelles élections législatives, le 30 juin et le 7 juillet. Ok, mais pourquoi la dissoudre, cette assemblée ? Alors, on va faire un petit cours de droit constitutionnel. Let's go. Mais déjà, en gros, le rôle de l'Assemblée nationale, c'est notamment de voter les lois qui viennent de l'exécutif, donc le président de la République et le gouvernement, contrôler les actions du gouvernement et aussi évaluer les politiques publiques. Et quand le président il décide de dissoudre, c'est parce qu'il estime qu'il n'arrive pas à gouverner, parce que l'Assemblée nationale est trop incohérente ou qu'elle ne représente pas assez les citoyens. Traduction, qu'elle ne va pas dans son sens et qu'elle bloque les lois qu'il propose. Mais il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on dissout l'Assemblée nationale dans la Ve République. Exactement, c'est la 6e fois. De Gaulle l'a fait 2 fois, donc en 62-68. Mitterrand 2 fois aussi en 80 et 88. Et pour eux, ça a vraiment été une victoire parce que c'est la majorité présidentielle qui l'a remporté au moment des élections. Et ensuite, en 97, on a Chirac qui a tenté, mais c'est pas passé parce qu'au final, c'est la gauche qui a gagné et Lionel Jospin qui est devenu son Premier ministre jusqu'en 2002. Ok, et du coup, cette dissolution, elle n'aura pas d'effet que sur l'Assemblée nationale. Exactement, puisque nouvelle Assemblée égale nouveau Premier ministre, donc nouveau gouvernement, parce que en gros, le président de la République, il choisit son Premier ministre dans le groupe majoritaire à l'Assemblée. Okay. Et c'est comme ça que ça peut mener à une cohabitation, donc quand le Premier ministre et le président sont de partis différents, et ça redistribue complètement les cartes, parce que le président, du coup, il sera bloqué et aura même du mal à proposer des lois au gouvernement. Du coup, là, Emmanuel Macron, il a clairement fait un coup de poker. Ouais, un coup de poker, mais avec nos vies, donc pas ouf. Ouais. Mais un président obligé de dissoudre, c'est aussi un aveu de défaite immense. Et vu les scores du RN aux élections européennes, ça donne un aperçu des résultats que pourraient avoir les élections législatives. Et ça fait peur parce qu'un Jordan Bardella pourrait être Premier ministre. Et Macron, en fait, il lance clairement un défi aux Français parce qu'au pire, si le RN, parce que c'est un peu la même chose au fond, passe, il s'attend à ce qu'il se ridiculise et que les Français se rendent compte qu'ils ne sont pas capables d'avoir du pouvoir. Mais on ne joue pas avec le racisme, la haine, le droit des femmes, l'islamophobie, l'antisémitisme et l'homophobie. On a juste à regarder en arrière ou à ouvrir un livre d'histoire pour se rendre compte de la dangerosité de l'extrême droite. Et depuis dimanche, je suis vraiment en boucle et vraiment peinée de voir où on en est. Et je sais pas pourquoi, mais je fais que penser par exemple aux violences policières et au contrôle aux faciès qui risqueraient d'être légitimés si le RN arrive au pouvoir. C'est vrai qu'il n'y a que ça, hein. On parle que de ça notamment. Et puis même, je sais pas où vous étiez, mais il y avait tellement de chocs à ce moment-là, quand tout ça a été annoncé. Ouais, c'est vrai. Et moi, je me suis dit, qui étaient en pleurs, quoi. Enfin, vraiment, le truc d'un coup, une projection. Ouais, de ce qui pourrait éventuellement se passer. J'avoue, ça fait peur. Mais moi, je nous ai vu comme les États-Unis, là. Tu vois, quand Trump il est passé aux États-Unis, je m'étais dit, mais c'est impossible en France. C'est la fin. On est là. Et imaginons, mais non, c'est vrai, un Premier ministre du RN préparait le terrain pour l'arrivée de Marine Le Pen au présidentiel de 2027. C'est possible, en fait. C'est le cauchemar ultime, parce que Macron a l'air d'oublier qu'on se casse pas forcément la gueule à Matignon. Et du coup, si le RN intègre le gouvernement, ils vont être super vigilants et presque exemplaires, entre guillemets, pour montrer qu'ils sont capables de gouverner, comme Giorgia Meloni en Italie. Et c'est vraiment le pire scénario possible. Donc, s'il vous plaît, allez voter le 30 juin. Et si vous êtes en vacances, faites des procurations. Vous avez jusqu'au 27. Et c'est notre avenir qui est en jeu. On ne veut pas être gouverné par la haine. Et là, je peux que te rejoindre sur ça. C'est vrai qu'en mettant en place cette dissolution de l'Assemblée nationale, le président Emmanuel Macron a vraiment décidé de nous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je vous le redis, franchement, l'heure est grave. En vrai, on en discute et tout, mais si vous êtes connecté un minimum,
vous voyez qu'on ne parle que de ça, parce que l'heure est grave. Si vous voulez vraiment contrer la montée de l'extrême droite, qui est arrivée, je le rappelle, dans 93% en tête, dans 93% des communes en France, en vrai, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a quand même eu 48% de taux d'abstention. On en avait parlé avec toi, Florence, de l'abstention. Donc vraiment, là, c'est le moment de se réveiller. Les élections législatives, c'est le 30 juin, et concrètement, elles existent pour élire les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. On a encore la possibilité d'agir le 30 juin pour le premier tour, et ensuite le 7 juillet pour le deuxième tour. Alors prenez vos responsabilités, parce que c'est maintenant ou jamais. Il est 19h11, vous écoutez La pluie et le beau temps, c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société sans tabou. Et le son qui va suivre fait malheureusement écho encore 18 ans après. T'as bien fait de nous le suggérer, Flo, j'avoue, quand tu me l'as envoyé, je me suis dit, j'avoue. Justement, là, en ce moment, on le réécoute beaucoup. Et tellement. les il paroles, fait écho. elles sont folles. Elles sont encore d'actualité, hein, c'est vrai. En 2006, Diams dressait le portrait d'une France rongée par les discriminations, le racisme. Il est 19h15 pile et vous êtes toujours sur Move en direct de La pluie et le beau temps. Vous avez kiffé le mec que je suis derrière? Est-ce que c'est patriote? Ah là là, j'ai mis une petite Marseillaise histoire de rentrer dans le thème. Très patriote, très France, et vous allez comprendre. Alors on peut pas prétendre être votre hebdo qui traite de toute l'actu, culture et société sans tabou, sans bien évidemment revenir sur les élections européennes de ce dimanche 9 juin. Et vous le savez, le Rassemblement national est arrivé en tête dans plus de 32 000 communes sur 35 000 en France. Voilà, donc c'est à peu près 93%. Donc voilà pourquoi derrière on entend une jolie Marseillaise. Avec presque 32% des suffrages exprimés, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont réalisé le meilleur score à des élections européennes. Et c'est supérieur de 8 points aux élections de 2019. C'est vraiment la première fois que l'écart avec le parti présidentiel est aussi grand. Il est passé de 4 points en 2014 à 1 point en 2019, à près de 17 points cette année. En vrai, c'est ouf. Il y a eu tout un travail opéré ces dernières années de leur côté, hein. C'est assez effrayant. Et aujourd'hui, on fait face à une urgence. D'ailleurs, en actant la dissolution de l'Assemblée nationale, ce que tu viens de nous expliquer, Leïla, le président Emmanuel Macron tente vraiment le pari fou de rassembler en 3 semaines les forces républicaines pour ralentir, on l'espère, d'ici à 2027, cette dynamique du parti d'extrême droite qui ne fait que monter en France et en Europe. En Italie, par exemple, je le disais tout à l'heure, le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni a remporté... Ça ne sera jamais pas drôle quand non, tu vas le dire comme ça. Mais pourtant, je le dis comme ils le disent, de Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia. Ils ont remporté quand même 27% des suffrages. L'extrême droite autrichienne, le FPO, a aussi recueilli plus de 25% des voix. Et du coup, avec ces résultats, les partis nationalistes et souverainistes ont remporté près d'un quart des sièges au Parlement européen. Alors, Florence, on revient en France. Le Rassemblement national, anciennement Front National, est né en 72. Ce mouvement d'extrême droite, il a été créé à l'époque par Jean-Marie Le Pen, on le sait tous. Et c'est vrai qu'il a déjà vu plusieurs de ses membres être condamnés pour incitation à la haine raciale. Mais c'est vrai qu'eux aussi, depuis quelques années, on sait pertinemment qu'ils se sont vraiment appliqués à lisser leur image. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme un parti comme les autres ? Eh ben non, fin de la chronique. Merci, c'était tout pour nous. Merci beaucoup. Allez, votez, super. Non, plus sérieusement, c'est une bonne question parce qu'en fait, il y a plus de 20 ans, quand l'extrême droite accédait du coup pour la première fois de son histoire au second tour des élections présidentielles, la France, elle était hallucinée. Je me rappelle. Et ça se voyait dans la rue d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui, ils sont au port du pouvoir et ça a jamais paru aussi normal en fait. C'est vrai que cette normalisation, elle s'est construite autour de la dédiabolisation. Mais exactement. D'abord avec l'arrivée de Marine Le Pen, du coup pour remplacer Jean-Marie Le Pen, elle s'est mise un peu à incarner cette nouvelle image au féminin qui a pris le dessus sur l'image de son père, pour qui, je le rappelle, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. Et aujourd'hui, le RN marche contre l'antisémitisme. C'est vrai, ouais. Et il fallait changer... Clowns. Les clowns de l'année, vraiment. C'est un peu ça. Et il fallait changer le nom, très important. Ouais, tout ça, c'est dans cette même logique d'effacer le passé. Résultat, en 2018, pour marquer cette évolution, le parti, du coup, change de nom. Du FN, on est passé au RN, avec ce mot « rassembler », entre guillemets. Hein. Elle s'est même débarrassée de son nom de famille. Et maintenant, on dit juste Marine tout court. Et puis aussi, elle affirme que son parti n'est pas d'extrême droite. Mais ça passe pas. Et c'est le Conseil d'État qui le dit. Et c'est vrai que dans l'ADN aussi de cette nouvelle image du RN, il y a Jordan Bardella. Ouais, c'est génial. Il est jeune sur TikTok et tout ça. Enfin, il a tout d'un type normal. Et évidemment, ça participe aussi à la dédiabolisation. Pourtant, en fait, les idéologies du RN restent les mêmes. Parce qu'au-delà de son histoire, on le voit au quotidien avec leur ligne directrice sur le rejet de l'immigration et la sécurité. Donc le RN est et restera des mesures discriminatoires et catastrophiques pour le climat. Et c'est vrai que le truc aussi, c'est qu'Éric Zemmour, tu vois, il a tellement été focus sur les questions identitaires que lui, de son côté, il a permis à Marine Le Pen de jouer sur d'autres aspects. Bah ouais, c'est ça. Elle a pu miser sur un côté
sociale et économique, alors qu'au fond, l'un est pas moins extrême que l'autre. D'ailleurs, Jordan Bardella, il avait dit qu'il aimait pas l'expression grand remplacement, mais qu'elle pointait une réalité qui est juste, donc bon. Et en contrepartie, à l'autre bout du spectre politique, la nouvelle cible du RN, c'est Jean-Luc Mélenchon et ses grandes envolées lyriques. En plus, ça fonctionne puisque les Français, ils considèrent que LFI, c'est le parti le plus dangereux aujourd'hui. Alors que, pardon, il est critiquable, mais il y a quand même une énorme différence entre la gauche radicale et l'extrême droite. Ouais, c'est clair. Et en plus, leur image, l'autre étape importante dans la conquête du pouvoir pour le RN, ça a été d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Ouais, et d'ailleurs, ils optent pour ce qu'on appelle la stratégie de la cravate. Donc en fait, c'est-à-dire se tenir bien dans l'hémicycle pour avoir l'air respectable. Mais ce qui est marrant ou pas, c'est que parfois ça sort tout seul. Par exemple, l'autre jour, t'as le député Grégoire de Fournas qui a crié « Qui retourne en Afrique !» Ouais, je me rappelle. C'est un truc de ouf. Quand le député du coup LFI, ça Carlos lui a Martins, échappé, genre. Bilango, il s'exprimait sur des migrants bloqués en mer. Donc comme quoi... Comme il y a un député aussi qui avait traité un autre député, c'était une députée, elle était d'origine algérienne et il a dit t'es une racaille. Non mais oui, mais de toute façon, c'est des choses qui arrivent souvent en fait. C'est trop. Bon, en tout cas, ils sont là, ils sont partout, comme dirait Marine. Et Bien joué. Les médias participent largement à cette visibilité aussi. Et tu sais que le dernier baromètre, donc Le Monde et France Info de novembre 2023, a montré que 43% des Français considèrent le RN comme un parti qui peut potentiellement participer à un gouvernement, et aussi considèrent que c'est pas un danger pour la démocratie. Ouais, non mais moi ça me questionne parce que je me suis demandé quelle attitude en fait fallait avoir face à un parti qui a autant de soutien. Et je pense que d'abord faut voir la réalité en face et arrêter de penser qu'en fait les gens qui votent pour eux c'est juste parce que leur image elle est plus lisse ou quoi. C'est aussi parfois des gens qui trouvent leur compte en fait. Il y a un sondage Ipsos qui estime que 66% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, 85% des Français pensent que l'autorité est une valeur trop souvent critiquée, 65% des Français se disent que les chômeurs peuvent trouver un travail s'ils veulent. Bref, c'est aussi qu'avant en fait c'était la honte de l'assumer et qu'aujourd'hui les gens ils en parlent haut et fort dans des conversations tout à fait lambda et random. Vous trouvez pas juste qu'en fait le racisme finalement où tout ça est banalisé en fait dans les gens n'ont même plus honte alors que normalement en fait, je me dis, ça touche tellement à des valeurs humaines profondes, ça en dit tellement long sur ta personne que tu devrais avoir super honte et franchement, de dire que t'adhères à ça. Le problème, c'est qu'ils mettent ça sous couvert de toutes les problématiques sociétales et du coup, ils justifient ça genre comme si c'était normal en fait. Oui, mais même le fait de le justifier, ça en dit long sur les valeurs que t'as au fond de toi, tu vois. Et même, c'est des pensées que t'as depuis longtemps et pourquoi maintenant tu te caches plus Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises non mais je peux sortir ça à une copine que je connais pas trop, tu vois. C'est un truc de fou. Ça me dégoûte qu'ils aient tu sais, qu'ils puissent brandir le truc. Oui, mais il y a de l'extrême gauche aussi, donc ça veut dire que pas vouloir que les gens ils crèvent dans la mer, ça veut dire que t'es extrême. Enfin, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Et ce qui me choque aussi, d'autant plus, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui pensent comme ça. Bah oui. Je mélange un peu pop culture et politique. C'est un peu ouf ce que je vais dire, mais ce matin, je suis tombée sur une vidéo d'un extrait de Love Story en 2002. Moi aussi, je suis tombée dessus. Quand il y a eu forcément, ce que tu disais tout à l'heure, le passage de l'extrême droite au second tour face à Chirac. Ils l'ont annoncé. Ils ont annoncé en direct dans la maison, du coup, dans le loft. Et chacun des participants est passé au confessionnal et il y en a qui pleuraient. Ils disaient, mais je suis sous le choc. Et c'était des gamins à l'époque, ils avaient la vingtaine, tu vois. Et ils disaient, mais moi, je vais aller voter, j'ai fait une procuration et tout. Kamel, il pleurait. Enfin, il disait, moi, je pense à mon père et tout. Tu vois. Et aujourd'hui. Il disait, mais t'inquiète, papa, je vais aller voter et tout. Ouf. Moi, j'ai fait une procuration. Et on est sans République, tu vois. C'était dégoûté, c'était des jeunes. Et aujourd'hui, non. J'ai vu aussi des images de jeunes qui disaient, moi j'ai voté le PN. Ils ont même pas 25 ans, même pas. Non mais carrément. En tout cas, si le RN c'est pas un parti comme les autres, ça reste le deuxième de France après l'abstention. Alors n'oubliez pas, qu'on l'avait déjà dit, mais être apolitique, c'est un gros red flag pour nous. Qu'il faut voter. Et si vous voulez pas consentir au vote des autres, et que si vous votez déjà, c'est important d'écouter votre cœur, qui on le rappelle est à gauche dans le cœur humain. Encore une fois. Comment vous projetez-vous les filles? Moi c'est le genre de truc qui me fait vraiment flipper et depuis ça m'angoisse beaucoup. Et même pas pour moi, mais je me dis moi dans ma famille on est tous issus de l'immigration et j'ai peur par exemple pour les hommes de ma famille de ce que ça va être parce qu'ils vont être forcément plus stigmatisés. On va peut-être plus les emmerder dans la rue, à la police, tu vois. Enfin, moi, c'est le genre de trucs qui me font vraiment peur dans tout ce qui va être concret et ce qui va changer au quotidien, tu vois. Même nous, en tant que femmes. Même nous, en tant que femmes, moi, ça me fait hyper peur. Et pour le coup, ça me donne vraiment envie de mobiliser les troupes. Mais est-ce que vous avez de l'espoir ou pas? Oui, moi, j'en ai. Parce que je me dis, c'est pas possible. Non, mais j'en ai. Et surtout, quand tu vois la réaction aujourd'hui, depuis 2 jours, que les gens, ils sont vraiment outrés. J'ai vu plein de gens qui sont là. Comment on fait pour voter? Du coup, mais après, je me demande pas aussi si c'est pas dans
dans nos cercles, tu vois. Parce que On moi, est je dans sais des que j'ai un Insta C'est où tout le monde est genre ouais, et j'ai l'impression, mais oh là là, en fait. Toute la France se Ouais, mais je me suis moi, dit la ça même m'a fait chose. ça avec Twitter et je me suis dit, mais tout le monde va voter LFI. Pareil. Non, mais même, je me suis dit dimanche, genre, tout le monde a voté. Genre, et en fait, non, Oui. il y a grave de l'abstention. C'est clair. Enfin, je me suis dit, mais dans mon cercle, en tout cas, tout le monde a voté. Enfin, je comprends pas. Mais Je- moi, me- même dans je mon sais pas. cercle, je me rends compte que tout le monde n'a pas voté. Et parfois, c'est vraiment genre, tu te rends compte des oublis ou des gens qui. Ouais, ou qui minimisent clairement la Est-ce que chose pour parce vous, qu'ils c'est sont un pas red concernés. flag, un mec qui vote pas? Mais pour moi, c'est un énorme red Moi aussi, flag. red tu flag. vois. Ouais. Red Et flag. je vais me Mais je sentir pense aussi qu'il y a ouais. des gens qu'on n'appelle tellement pas pour ce genre de choses. Par exemple, moi j'ai une pote, elle me dit genre qu'elle se réveille à midi et tout, elle me raconte sa journée. Et après, quand ça tombe, elle était hyper choquée et trop triste. Ouais. Et elle avait pas voté. Elle était en mode putain, mais j'ai oublié. Enfin, en fait, il y a des gens qui suivent tellement pas. Mmh. Oui, euh, et peut-être que nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est très informés. Bah, c'est ça, de par notre métier, on connaît vraiment Ouais, et on même a les avant de tenants faire et ce les métier-là, aboutissants. ça tu vois. nous intéressait aussi, tu vois. Mais surtout, en plus, nous, on baigne pour le coup dans ça, on se renseigne, on en fait des sujets, donc on a toutes les histoires. Moi, Et j'avoue, même quand faites j'étais attention plus jeune, quand vous renseignez aussi, quoi. Oui, Parce que là, vous c'est- vous renseignez Ouais. surtout. où vous vous renseignez. Mais c'est vrai que avant, moi, quand j'étais plus jeune, j'avoue, je m'y intéressais pas du tout. Moi, je votais pour les présidentielles et puis basta. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai vraiment cette conscience, je suis éveillée. Bon, j'ai grandi, mais même il y a des gens de mon âge qui s'en foutent complètement. Tu vois? Et du coup, je me sens trop concernée. Je me dis non, mais il faut vraiment que je les motive et tout. Et franchement, c'est chaud. Je sais pas quoi dire. Il y a d'autres pays où ça n'existe pas. C'est même pas Ouais. pensable de ne pas voter. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Et il y a même des pays qui sont réprimandés s'ils ne votent pas. Ouais, en Belgique. Mais après ça. Mais après, c'est encore un ça autre oblige débat. les gens à aller voter. Et t'imagines, les gens qui sont Et obligés même, d'aller je pense voter aussi votent qu'il y a n'importe des comment gens aussi. qui ne votent pas parce que juste ils sont épuisés, justement ils n'ont pas d'espoir, Qu'ils sont n'ont pas d'espoir. pessimistes. Ouais. Et ça s'entend aussi, enfin en vrai. Mais je pense aussi qu'il y a plein de gens qui sont pas intéressés par ça parce qu'on a l'impression que la politique, c'est un sujet touchy. Et que faut comprendre, faut... C'est Alors, un peu trop compliqué. Voilà, ouais, alors ouais. qu'en fait, c'est juste... On dirait qu'on fait en sorte que ça reste peu accessible. Et que Alors du que coup, non, il y a Et ça plein de aussi, gens moi, qui c'est sont juste de désolée, se mais je renseigner. trouve ça trop chiant de pas se sentir représenté et de faire que des votes barrage, tu vois. Oui. Ouais, Genre, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. difficile Oui. à avaler de Ouais. dire ok, je fais barrage. Ouais, et c'est Ouais. toujours parce qu'on a peur du pire que là, tout Bah le monde ouais. se réveille et se dit non, non, Exactement. là, il y a que ça. Enfin, je suis très Bah, moi, en tout Instagram. cas, je ferais vois barrage que ça. jusqu'à ma mort si Bah je veux. ouais. D'ailleurs, il y a un petit barrage qui se prépare. En tout cas, c'est vrai, il n'y a pas d'autre projection possible si ce n'est le vote du 30 juin pour les législatives. D'ailleurs, vous en avez sûrement entendu parler hier soir, c'est officiel. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et face à cette montée de l'extrême droite dont on parle, eh ben, les partis de gauche ont décidé de s'unir pour former un front commun. C'est ce que tu es en train de dire. C'était ce barrage dont je Exactement. parlais. Il y a un barrage. On compte du coup le Parti socialiste, la France insoumise, le Parti communiste français, les Verts et aussi Génération. Du coup, ils ont appelé ça le Front populaire et ils ont annoncé des candidatures uniques dans chaque circonscription pour les législatives anticipées. Et dans les faits, en fait, eux, ils s'engagent sur un programme commun qui va être basé sur les urgences démocratiques, les urgences écologiques, sociales et aussi pour la paix. Donc, ils ont pour objectif non seulement de contrer l'extrême droite, donc de faire barrage, mais aussi de proposer une alternative au président Emmanuel Macron. Alors, s'il vous plaît, là, c'est sérieux. Allez voter le 30 juin. Il est 19h27. Vous écoutez la pluie et le beau temps. Allez, les 19h30, vous êtes sur Move. C'est toujours la pluie et le beau temps. C'est l'émission où on vous parle de tout sans tabou. Et justement, depuis quelques mois, il y a un terme problématique qui a fait son retour sur les réseaux. Pour changer, de toute façon, il n'y a que des problèmes sur les réseaux sociaux. On était mieux avant, on était mieux sans. C'est le terme misère sexuelle. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme qui est utilisé par les hommes hétéros généralement. Et en fait, c'est pour qualifier leur absence de vie sexuelle ou encore la rareté de leur rapport. Oui, vous m'avez bien entendu. Loser. Je l'ai bien fait ou pas? Ah bah, t'es moi la Corée. Ah non, moi c'était des larmes. J'ai mal fait. Genre. Ah d'accord. Des chats. Ok. C'était plus des chats. Bref. Ça fait... Vous êtes des nazes. Vous êtes des ploucs, ok? Du coup, ces mecs-là, en fait, vous m'avez bien entendu, sur les réseaux, il y en a plein. Et en fait, ils remettent beaucoup sur la table ce sujet qui serait source de tous leurs maux. MAUX, on en écoute un. Il y a des hommes qui sont victimes de misère sexuelle, de misère affective, et qui ne construiront jamais de famille. La nana vient se plaindre du fait que les hommes sont des connards, il couche avec elle, il la rappelle jamais. Lui, c'est même pas ce que c'est coucher avec une femme. Et on a beau sourire, faut pas minimiser. C'est pas anodin, la sexualité, c'est hyper important dans l'équilibre d'un être humain. Être privé de sexualité, ça a des conséquences probablement aussi importantes qu'être privé de sport. Florence Leïla, privé. à 3, on va faire point, ensemble. 1, 2, 3. Ça a des conséquences du coup. C'est pour ça qu'en fait
ces masculinistes, ils utilisent l'argument de la misère sexuelle pour aller jusqu'à expliquer et justifier des pulsions, des comportements violents de la part des hommes envers des femmes, peut-être. C'est peut-être pour ça. Hein, apparemment, il y a des... Alors qu'il n'y a aucun besoin. Enfin, vraiment, il n'y a pas de conséquences sur clairement toi, quoi. On marche sur la tête. Et clairement. le pire, c'est que ces mecs-là, ils sont persuadés que les femmes, elles doivent du sexe aux hommes et qu'ils ont une libido plus développée. Ouais, mais non, mais j'ai vu des trucs. Oh, laisse tomber. C'est justement en 2021, le terme misère sexuelle, il était revenu en force grave sur X, donc Twitter à l'époque. Et en fait, à la suite d'un tweet d'une jeune femme, je vous le cite, le concept de misère sexuelle me tabasse. Branle-toi, frère. C'est à partir de là que tout est parti. Alors pourquoi je vous parle de ce tweet en particulier ? Parce qu'en fait, dans l'idée masculiniste, l'homme, donc le mâle, serait un animal au désir sexuel dévorant, alors que le corps de la femme, il sert juste à assouvir la soif de l'homme, soit pour procréer finalement. Oh là là. Mais aux États-Unis, il y a un mot pour ça, non ? Ouais, on parle de entitlement. Ouh. Entitlement. Après l'italien, l'anglais. On parle d'entitlement et en fait, ça veut dire c'est quand on estime que les bonnes choses nous sont dues. Tu sais, c'est un peu une sorte de caprice, tu vois, un truc d'enfant gâté. Et puisque je vous parle de caprice, on observe qu'il y a une nouvelle tendance aussi récemment. Il y a des mecs qui ont décidé d'aller trouver ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas ici, à ce qui paraît. Florence, on appelle ces mecs les passeports bros. Alors, c'est du délire. Donc, c'est des hommes d'Amérique du Nord ou d'Europe, ok. Donc, de tous les âges et de toutes les religions, ok. Qui se décrivent comme riches, ok. Mais qui sont célibataires et surtout qui galèrent à matcher sur Tinder dans leur pays. Ok. Donc, du coup, leur idée de génie, c'est de voyager pour trouver cette femme exotique qui va les traiter comme ils le méritent. J'ai trop envie de faire un bruit de vent derrière toi pour souffler. Non mais c'est-à-dire en étant douce, sexuellement disponible et bien sûr en faisant le ménage et la cuisine. Mais apparemment ça se trouve pas partout, ce genre de perles rares. Ah bah ouais. Non mais pour eux, il faut se rendre en Amérique latine, en Asie ou en Europe de l'Est, parce que là-bas apparemment, elles seraient plus soumises que nous, les ingrates occidentales, trop féministes et qui détestons les hommes. Oh. Moi j'ai une question pour vous les filles. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez trop féministe ou que juste vous étiez trop méprisante, ce genre de choses? Méprisante non, mais on m'a dit plusieurs fois t'as trop la bouche. Ouais, on m'a déjà dit, mais tu à chaque saoules, fois qu'il y a un truc qui te plaît, tu vas le dire. Ouais, genre. Bah, clair. Jusqu'à ce que je crève. Si ça me plaît pas, je vais te le dire. Clairement. Après, il y a des manières de dire et tout, mais c'est vrai qu'il y a des. S'il y a pas de manière, je fais ce que je veux. Ah, bah voilà. T'es peut-être féministe avant, du coup. Bah ouais. Toi, on te l'a déjà dit? Mais même toi, en vrai, pourquoi je te demande? Un gars de l'équipe me l'a déjà dit. Désolée, mais voilà. En tout cas, ces pauvres passeports bros se disent victimes de la fameuse misère sexuelle qui est causée par l'endoctrinement woke. Bref, c'est des masculinistes de la branche des incels pour être plus précis. Et pour ceux qui ne savent pas, les incels sont les célibataires involontaires qui pensent que s'ils sont seuls, bah, c'est à cause des femmes et pas du tout à cause de leur propre idéologie. Hein. Ouais, et on peut aussi appeler ça des néocolons, je suis désolée. Bah ouais. Non, il faut savoir que le terme passeport bro, il est apparu pour la première fois dans le documentaire Frustrated en 2011. Donc en gros, dedans, on peut y voir des hommes qui cherchent à rencontrer des femmes au Brésil. Et en fait, pour eux, les Brésiliennes, elles seraient moins indépendantes et riches que les Américaines. Et du coup, plus respectueuses des soi-disant mâles dominants. Je suis outrée. Et aujourd'hui, c'est flippant parce qu'en fait, c'est un terme qui revient sur les réseaux sociaux et qui comptabilise plus de 800 millions de vues. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ce genre de contenu, vous? J'ai déjà vu des TikTok de mecs en date avec des meufs, genre en mode trophée, genre. Tu on vois va en parler, ça, c'est horrible. Mais j'avais pas vu sinon avant. Moi, c'est dans mon algorithme, c'est jamais tombé, mais j'ai vu ça. Je sais plus, je regardais un doc sur ça. Ok. Attends, mais moi aussi, dans mon algorithme, il n'y a pas. Mais pourtant, le passeport bro alpha, il s'appelle Digital Bromad. Okay. Donc, lui, c'est fou. Hein. Mais il s'amuse à faire des mises en scène où en fait, il agite son passeport la nuit en attendant qu'une femme l'attrape. Mais genre un os avec un chien, quoi. Ah oui, exactement. Ça me dégoûte. Complètement lunaire. On peut aussi trouver tout un tas de tutos et de conseils, toujours bourrés de clichés ethniques. Hein. Et pire encore, sur d'autres vidéos, il y a des hommes, du coup, comme tu disais, qui se filment pendant leur rencard, un peu en mode trophée. Et pire, parce que parfois, ils filment les parties intimes des femmes et ils profitent du fait qu'elles parlent pas la même langue que eux, pour les afficher du coup. C'est tellement dégradant, c'est dingue. Non mais c'est horrible et c'est tellement dangereux aussi. Enfin, c'est raciste, c'est sexiste et ça flirte même avec le tourisme sexuel. Carrément. En tout cas, on peut dire que c'est clairement une exploitation de la précarité des femmes et même s'ils s'arrangent en fait pour qu'il n'y ait pas d'échange d'argent, c'est déguisé. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle des échanges économico-sexuels et affectifs. Ouais, et pour ces femmes, c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, quand t'es dépendante financièrement, c'est hyper compliqué de prendre des décisions librement. D'autant plus que la domination économique, ça permet
d'établir d'autres formes de domination, comme celle psychologique par exemple. Et ce qui est dingue, c'est que pour certains passeports bro, c'est totalement inconscient. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, ils sauvent des demoiselles en détresse. Oh, merci Superman. Vraiment, oui. je te jure, le sauveur, le syndrome du sauveur. Vraiment. Alors que non, les gars, vous vous ont rien demandé. Donc bon, au lieu d'agiter vos passeports comme ça dans des pays genre Philippines, vous feriez mieux d'ouvrir des bouquins, comme pourquoi pas le mythe de la virilité d'Olivia Gazale. Period, merci beaucoup. Non, mais en vrai, le phénomène, il est juste aberrant. Mais tu sais, quand je préparais l'émission, j'ai vu qu'il y a aussi d'autres choses dont on n'a pas parlé. C'est notamment l'exploitation des mineurs par ces hommes qui viennent de pays étrangers. Il y a une histoire. C'est un truc de fou, c'était début avril, donc c'est hyper récent. C'est un Américain de 36 ans, donc il s'appelle Timothy Allen Livingston. Vous pouvez retrouver cette histoire facilement sur Google. Il a été attrapé par la police. En fait, il était dans un hôtel de luxe à Medellín, du coup, en Colombie. Et il était avec 2 gamines de 12 et 13 ans. Je vais vomir, c'est fou. Et du coup, il faisait ce qu'il avait à faire, quoi. Il a été poucave par une personne de l'hôtel. Du coup, la police est venue, mais comme ils n'ont pas eu la preuve qu'il s'est effectivement passé ce qu'on sait qu'il s'est passé, il n'a pas été emprisonné par la police colombienne. Lui, il a vite pris la fuite. Il est vite reparti aux États-Unis. Aujourd'hui, il fait l'objet d'une enquête dans son pays pour des allégations d'abus sexuels sur mineurs. Mais en vrai, le mec, il repose un peu tranquille, quoi. Combien d'histoires de mecs viennent de pays riches, entre tous guillemets, qui vont assouvir leur pulsion pédophile dans des pays plus pauvres. Et même là, on parle des passeports bro, mais aussi, je pense, des expatriés qui sont inconsciemment en train de faire ça, tu vois. Mais même consciemment. Ouais. Bah oui, parce qu'en vrai, ils se sentent. Il y a toujours ce petit truc de supériorité, tu vois. Et c'est aberrant. Et en plus, on les voit, les images. Yeux sur vous, en fait. Il est 19h42, vous êtes toujours sur Move et on est toujours dans la pluie et le beau temps et on débriefe toujours l'actu culture et société avec Flo et Leïla. On vous parlait il y a un instant des passeports bro, ces hommes qui fatigués de la mentalité occidentale à ce qui paraît, avec des femmes trop éveillées, et bien ces hommes-là décident de partir à l'étranger, chercher des compagnes plus dociles, moins revendicatrices et le tout sous couvert de la misère sexuelle dont ils seraient victimes. Alors petite question les filles déjà, est-ce que vous connaissez le livre Les hommes viennent de Mars et les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus? Ouais, moi j'en ai déjà entendu parler, mais je l'ai jamais lu. Et toi, tu le connais? Pareil, mais ça m'inspire vraiment rien ce titre. En gros, grosso modo, pour vous expliquer, c'est vous savez, on est tellement différents entre les femmes et les hommes qu'on a l'impression littéralement qu'on vient de planètes opposées. Et du coup, en fait, ce livre, il aide à analyser les attitudes, c'est décoder les messages des mecs et des femmes. Ouais, mais et je crois surtout, qu'il est grave désuet maintenant. Enfin, il y a plein de gens qui le critiquent. Aujourd'hui, oui, mais en tout cas, quand il est sorti, c'était le truc à l'époque. Ah oui, laisse tomber, tu l'as pas lu et tout. Tu sais, genre, lire, c'était devenu hype. Mais et même, c'était bien, tu vois. C'était en mode, je vais comprendre mon mec. Ouais, en vrai, c'est ça. En fait, ça sert à comprendre le langage de celui qui vient de la planète opposée. Je l'ai lu. Et ça t'a servi alors MDR. Bon, du coup, on n'est pas là pour parler. Est-ce que t'as compris la planète opposée? Tout ce que j'ai compris, c'est que les hommes viennent de Mars. Voilà, parce que... C'est Elon Musk qui va dire Mars. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a vraiment pas la même façon de réfléchir, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à le faire. Et surtout, certaines femmes sont tellement fatiguées des hommes aujourd'hui qu'elles font de plus en plus le choix de rester célibataires. En préparant l'émission aussi, je suis tombée sur plein de trucs pour ce sujet. Je suis tombée sur un article qui avait pour titre « J'en ai marre des hommes, mais marre !» Et je lis aussi la phrase « Être une femme hétérosexuelle, c'est quand même devoir choisir parmi un cajot rempli de fruits pourris, celui qui vous pèsera le moins sur l'estomac. » Alors elle, pour le coup, elle en a marre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi comme ça? Est-ce que vous avez déjà eu à dire des phrases comme ça, genre En vrai, moi je trouve qu'elle a raison. Moi je dis toujours, dans tous les cas, moi je dis toujours, je me marierai avec le moins pire. Enfin, celui que je trouverais le moins pire, quoi. J'ai une pote, elle m'a déjà dit, cherchez votre connard, regardez-le. Mais comme les meufs qui disent, de toute façon ils mentent tous, donc choisissez celui qui a un bateau, tu vois. C'est un truc de fou. Ça me tue. Je te jure, marre. Quand j'ai lu le titre de l'article, je dis ah oui, elle en a vraiment marre pour le coup. Tu vois, ça m'a fait rire. Mais toi, c'est parce que t'as le livre peut-être. Que t'es pleine d'espoir. Tu connais. Parce qu'elle se dit non, mais ils viennent d'une autre planète. Tu vois, elle trouve une petite excuse. J'ai pris la fusée d'Elon Musk, je suis allée explorer là-bas, j'ai été voir. Fruit hyper haut du coup. Je suis partie au sommet du pommier. J'ai trouvé la pomme. Il y a que le bout qui est pourri. Il n'y a pas de verre bizarre, il y a des pépins. Nous, on a les verres. On a ce parterre même qui tombe au printemps.
Blanche-Neige sur nous. Exactement. Mais c'est vrai que, bon, plus sérieusement, en vrai, ça m'a fait rire. Mais il y a des femmes, vous savez, enfin, vous le savez, on est des femmes. Il y en a qui ont tellement souffert qu'aujourd'hui, elles remettent clairement en cause le modèle du couple, le modèle du mariage. Et aussi, elles font le choix de rester totalement célibataires. On a toutes entendu déjà une meuf dire « Moi, c'est mort, moi, c'est fini, les mecs et tout, tu vois ». Aujourd'hui, c'est vrai que quand t'es une femme de la trentaine, principalement, qui vit seule, qui a pas de mec, qui a pas d'enfant, bah, tu vas être critiquée, tu vois. Mais moi, je veux comprendre un truc, et Léla, je pense que tu as la réponse. C'est quoi le souci avec les femmes célibataires ? Bon sang de bonsoir. Alors, j'aimerais bien savoir, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, le stéréotype de la trentenaire ou quarantenaire célibataire, inactive sexuellement, qui vit seule, qui est aigrie ou maniaque du contrôle, voire méchante, c'est le stéréotype qu'on voit le plus sur la femme célib. Et en y réfléchissant, je me dis qu'il manque plus qu'elle soit moche et on est sur la description d'une sorcière. J'ai dit Blanche-Neige sur vous. Bah voilà. Parce qu'en gros, on déteste le célibat et qu'au fond, on considère encore les femmes comme un moyen d'échange ou d'alliance de deux clans, entre guillemets, par le biais du mariage, ou comme un utérus pour perpétuer la survie de l'espèce. Donc une femme célib, c'est la représentation de l'improductivité un peu. Mais question, à partir de quand on a commencé à représenter les femmes célibataires de manière négative dans la culture ? Alors, j'ai cherché. Ouais. Ça m'a fait mal de voir que c'était avec Balzac. Honoré. Oui, le romancier des femmes est contre nous. C'est pas vrai. Donc en gros, il est empathique à l'égard des femmes que quand elles se marient ou qu'elles deviennent mères. Mais dans la comédie humaine, en gros, les portraits de vieilles filles moches, seules et méchantes s'enchaînent et forment même du coup un type social qui s'est imprégné dans nos imaginaires, comme si une femme sans homme, sans enfant et sans besoin d'être désirée arrêtait d'être une femme tout simplement. Okay. Et bien sûr que c'est pas lui qui a inventé la stigmatisation du célibat. D'ailleurs, dans l'Antiquité, il y avait même un projet de loi qui visait à faire payer plus d'impôts aux célibataires. Tu mens. Donc moi, j'aurais été les célibataires, imposée ils payent, de fou. déjà. Ouais. Genre les hôtels, les trucs comme ça, c'est hyper cher quand tu voyages seul. On en a déjà parlé. Les trucs, oui, du coup, tu divises pas par deux. Bah donc, ouais. on n'est plus à l'Antiquité, mais on est imposé. Du coup. Mais c'est avec ce genre aussi de représentation que l'image de la femme seule et folle avec son chat est née. Ouais. Et il y en a même une dans les Simpsons. Et d'ailleurs, hier, j'ai regardé l'épisode qui racontait son histoire. Et figurez-vous, que c'était une avocate successful de fou, qui a fini par se faire virer et qui a sombré dans l'alcool et qui s'est mise à adopter plein de chats parce qu'elle est folle et seule. Moi, je sais que, par exemple, quand je parle de mes critères ou de mes 4 milliards de red flags chez un mec... Les fameux. J'ai une liste dans mon téléphone de red flags de mecs. Et on me dit tout le temps que je finirais seule avec des chats. Est-ce que vous, on vous l'a déjà dit ? Non. En vrai, j'ai déjà mon chat, donc... T'es déjà seule avec... Heureusement, t'es pas moche. C'est mignonne. Mais du coup, est-ce que c'est un truc qui vous fait peur de finir seule avec vos chats ? Déjà, je suis allergique, donc j'ai pas de chat. moi, c'est mort. Un chat dans la baraque, je commence à éternuer, donc c'est clairement impossible. Et je me dis, non, en vrai, je me dis qu'il y a forcément chaussure à son pied. Je suis grave une amoureuse de l'amour. Mais c'est quelque chose qui te fait peur de finir seule, genre ? Ouais, je pense. Ok. Et toi, Flo ? Moi, je pense de moins en moins. Mais en même temps, je pense que quand t'es jeune et qu'on t'a appris que pour être heureuse, il fallait être en couple ou avec quelqu'un en tout cas, et ben je pense que t'as du mal toi-même à te trouver des choses pour t'occuper, pour faire. Mais je pense qu'on y pense moins aujourd'hui parce qu'on n'est pas vieille. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je pense pas. Je pense aussi juste qu'il faut trouver des trucs où t'es hyper épanouie et te rendre compte que toute seule, tu peux être super heureuse si t'es bien entourée. Mais tu vois, des fois, je pense à un truc, je me dis, imagine, maintenant, t'as genre la soixantaine, t'as passé toute ta vie avec ton mari, peu importe, et du jour au lendemain, t'es plus avec, parce que j'ai vu dans mon entourage quelque chose comme ça arriver, tu vois, à un certain âge. Et j'avoue, j'ai pensé en mode, ah ouais, mais quand elle va être vraiment vieille, genre... c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste ce truc de... Ouais, mais après, pour moi, tu peux ne pas être seule. Enfin, en fait, pour moi, tu peux ne pas être seule. Oui, mais ça, il y a la famille. Oui, mais c'est pas pareil. Les enfants, ils viennent te rendre visite de temps en temps, etc. La famille également. Mais un mari, enfin... un compagnon du coup, un partenaire de vie, c'est... Parce que pour moi, même si t'as pas de compagnon, de partenaire, tout ce qu'on veut, bah t'es pas seul. Ou tu peux ne... Enfin, il y a des gens qui sont seuls évidemment, mais tu peux ne pas être considéré comme seul si t'es bien entouré. Et moi, il y a des fois, j'étais avec quelqu'un, je me sentais hyper seule. Non, mais bien sûr, à condition d'être avec la bonne personne. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais il y a des fois, je me dis, imagine, genre, du jour au lendemain, tu te retrouves sans ton partenaire, ça peut te faire un choc. Mais t'en as déjà eu un, et après, c'est normal d'avoir du manque ou d'avoir quelque chose. Ouais, ça peut t'arriver avec un ami, quoi. Je me dis, en vrai, c'est triste, tu vois. Mais après, si c'était mieux sans cette personne, tant mieux, tu vois. Mais je me dis, j'ai ce truc de, j'avoue, ça me fait de la peine. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est une séparation de n'importe qui, d'un membre de sa famille, d'une amitié et tout. Enfin, t'es dans tous les cas endeuillé, tu vois. Dans tous les cas, c'est un deuil. Mais il y a un truc de là, finir seul, c'est plus aussi avoir pas trouvé quelqu'un chaussure à son pied, comme on dit. Mais ça arrive. Et en vrai, si à côté, tu te sens
accompli, épanoui. Moi, ça c'est va, trop quoi. bizarre, mais j'ai plus peur de finir genre sans enfant que sans mec. Moi aussi. Ok. Non, mais ok. Voilà. Et du coup, je me suis interrogée, pour revenir à nos vieilles filles avec des chats, je me suis interrogée sur l'association des mots vieille, fille et chat, et j'ai trouvé ma réponse dans un article du coup de Kiri Blakely, donc pour Forbes. Et en fait, elle disait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, et donc se retrouvent plus confrontées au veuvage et à la solitude, qui peuvent pousser du coup à adopter un chat. Et dans les faits, selon American Pet Production Association, les femmes ont un rapport plus intense avec les chats que les hommes, et elles sont plus nombreuses à adopter des chats. Mais pourquoi un chat et pourquoi pas un hamster? Et on pense pas à ceux qui ont des allergies, genre. Vous avez pas de chat, ça se voit. Mais pourquoi ça et pas un hamster? Justement, ou c'est je sais grâce pas, à mon autre chose? chat que je me sens pas. Bah, tout simplement parce que si le chien est considéré comme le meilleur ami de l'homme avec un petit H, le chat est celui de la femme. Déjà, beaucoup de familles avaient des chats avant pour chasser les souris ou les rats, et aussi parce qu'on a longtemps assimilé femme et foyer, et parce que c'est elle qui s'occupait de tous les membres de la famille, y compris les animaux. Et le chien, au contraire, il était associé à l'homme parce qu'il l'accompagnait dans ses activités extérieures comme la chasse ou la surveillance. Ok, je vois. Mais c'est fou parce qu'un mec célibataire qui va prendre un chat, on va se dire que c'est grave mignon et tout, alors que pour une femme, on va se dire oh la pauvre, elle a complètement lâché l'affaire en amour. Ah, vous vous dites ça? Bah non, mais c'est ce que les gens se disent en général. Si, franchement, j'apprends trop de trucs. Mais si, il y a plein de meufs qui ont passé la trentaine, la quarantaine, à qui on dit oh, mais elle a pas eu d'enfant, du coup elle a pris un chat, alors que ça se trouve elle en veut juste mais pas, heureusement, tu je vois. l'ai pris jeune. Mais ça va, tu n'as que 25 ans, t'as le temps. Exactement. Dans 5 ans, on en reparle. Non, je rigole. Les dictats de la société. Non, je Qui rigole. s'impose chez la vie et le votant. Faux, c'est faux, je rigole. Mais du coup, oui, parce qu'on plaint les femmes célibataires, on les encourage à faire quelque chose pour s'en sortir, comme si c'était subi à chaque fois, comme si le célibat c'était un peu un accident de parcours qui pourrait s'éterniser et durer jusqu'à la mort. Mais c'est trop bizarre parce que quand une femme multiplie les relations, on va dire qu'elle est perdue. Quand elle reste dans une relation qui va pas ou dans laquelle elle est pas heureuse, on lui dit de se réveiller et de partir. Mais on lui reproche aussi de vouloir être seule, alors qu'on peut tout simplement avoir envie d'être seule, ou tout simplement ne pas vouloir éduquer un partenaire. Ça peut se comprendre, peu importe notre âge. Pourri. C'est clair. Ça peut se comprendre. Et tu sais que le célibat, ça peut être grave un choix, comme t'as dit Leïla. Je suis obligée du coup de vous parler d'un mouvement que j'ai vu en Corée du Sud. Mais avant ça, je dois vous donner un petit cours de langue. On va parler coréen, ok? Alors en coréen, pour dire non, on dit bi. Ok. D'accord. Alors pour dire non au mariage, on dit bihon. Bihon. Voilà. Pour dire non aux relations sexuelles, on dit bisexueux. Ok. Et pour dire non au fait de devoir absolument faire des enfants, on dit bichulsan. J'espère que je le prononce bien. Et puis pour dire non, pas du tout. je sais pas. Moi je parle italien, c'est déjà bien. Alors, fratelli d'Italia. Et c'est vrai que pour dire non aussi, tout simplement au fait de juste avoir un partenaire, on dit bionnae. Ok, vous me suivez. Tu t'es lancé dans quelque chose de gros. Ouais, je suis partie à la conquête des langues. J'aime bien. Où tu vas? En Corée du Sud, j'aime bien. Et du coup, ces 4 mots-là, ils commencent par un B. On est d'accord. Okay. Donc, en Corée du Sud, il y a un mouvement qui s'appelle les 4 B. Et en fait, ce sont des femmes qui refusent tout, mais quand je vous dis toute forme de lien avec des hommes. Et c'est mort, genre il n'y a pas de possibilité. C'est un mouvement ultra féministe qui est né justement face à la montée de la misogynie dans le pays. Est-ce que ça vous choque que on refuse mais catégoriquement? Mais tu sais que là, tu t'es cassé la tête, mais en France, il y a juste des lesbiennes politiques qui font pareil. C'est hyper facile à prononcer, genre lesbiennes politiques. Mais oui, mais on a appris des mots, putain. Et c'est des meufs qui sont pas culture. lesbiennes de base et qui se disent en fait les hommes c'est trop naze. C'est vrai. Et du elles coup, sont là, c'est fini. relationnent avec des femmes pour cette raison quoi. On a trop souffert. Ok, ça vous choque pas du coup? Moi ça me choque pas. Ok, bon je ferais pas, mais ok. Ouais, moi, je les déteste. Hein. Ouais. Mais tranquille, on va peut-être se marier un jour, tu vois. Allez, on verra ça dans quelques années. Je suis avec Florence et Leïla. Et c'est pas parce que l'émission s'appelle La pluie et le beau temps qu'on doit vous parler de météo. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué que le beau temps commence un peu à revenir. Et c'est vrai que l'été, c'est le 21 juin prochain. Alors, je sais pas pour vous, mais c'est ma saison préférée. Vous, c'est quoi votre saison préférée? Moi, c'est printemps. Printemps, team printemps. Ok. Ah ouais, plus petite veste, petit gilet. Non, mais c'est le début de la belle vie, quoi, je trouve. Ouais, on est heureux. Ouais, et c'est mon anniversaire. En plus, c'était la
la semaine dernière. Encore joyeux anniversaire, hein. La vieillesse. Hein. Alors en ce moment, c'est vrai que le soleil nous fait pas mal de feintes. Encore aujourd'hui, il nous en a fait une. Du coup, histoire de me rassurer, je suis allée voir sur Météo France les prévisions de l'été 2024. Apparemment, il va falloir attendre mi-juillet pour qu'un temps chaud et sec s'installe après quelques passages orageux. J'ai l'impression d'être Evelyne Delia. Mais c'est super tard. Mais ouais, ça va jamais arriver. Mais après, peut-être que c'est faux. Hein. Donc, moi, je suis prom dog là. La pluie et le beau temps, bah bien sûr qu'on sait. Ah, d'accord. Bon, alors si on s'en tient à ce que je t'ai dit, le mois d'août, quant à lui, pourrait être le mois le plus chaud et le plus sec de notre été, qui pourrait se prolonger sur le mois de septembre dans toute la France. Voilà. Alors, je sais aussi que toi, Leïla, t'es Cancer. Exactement. Et toi, Flo, t'es Gémeaux. Voilà. Ouais. Je m'en souviens parce que le 2 janvier, on avait fait une émission sur l'horoscope. Tu vas nous dire notre été là. Exactement. Je suis allée voir votre horoscope pour me renseigner ce qui vous attend pour cet été. Vous voulez savoir? Oui. Ok. Flo, et pour tous les Gémeaux, vous voilà le grand gagnant de l'été. Jupiter, l'astre géant et protecteur, est dans votre signe et à partir du 21 juillet, elle est rejointe par Mars. C'est une période d'évolution, de progression, de reconnaissance de votre personnalité, de mise en avant, de vitesse, d'avancée tant au niveau pro que perso et surtout autour du 15 août. Alors, 15 août, je note. Et oui. Alors attention à réfléchir à la portée de vos mots et de vos actes, à la profondeur de vos relations et de vos sentiments. Saturne vous aide à structurer votre vie pro et à poser de nouveaux objectifs réalistes. Ouais. Mais attends, je me note le 15 août là. Je vais grave t'appeler pour voir. De ouf. Envoie-moi un message le 15 août, on sera en vacances, mais j'attends ton retour. Leïla, c'est pour tous les cancers. Dis-moi tout. La nouvelle lune dans votre signe, le 5 juillet, ouvre un chapitre. Le lendemain de mon anniversaire. C'est pas pour rien, t'inquiète pas. La nouvelle lune ouvre un signe, un nouveau chapitre personnel, une nouvelle page à écrire. Jusqu'à mi-juillet, Mercure et Vénus multiplient les rencontres, les rendez-vous, les échanges, apportent des collaborations et créent du lien. Le 21 juillet, la pleine lune clôt un cycle affectif de 6 mois et vous encourage à quitter certains schémas pour vous ouvrir à une autre dimension. Je sais qui c'est. En août, attention à votre franchise légendaire qui peut faire mal. Ce sera une période où vous prendrez conscience de votre bien-être. J'ai trop hâte d'être en août. Meuf. De prendre conscience de mon bien-être. Meuf. Et moi j'ai trop hâte d'être en juillet et de voir cette personne. Le 21 juillet. Oh mon dieu. Déguerpir d'ici. Et la semaine du 15 août aussi. Alors, du coup pour les Verseaux, ça donne quoi? Alors c'est pour tous les Verseaux, team on est ensemble. Vénus et Mercure dans votre secteur affectif jusqu'au 6 août améliorent vos relations, avantagent les rencontres et les connexions et facilitent la communication. Apparemment, les Verseaux vont avoir un nouveau chapitre sentimental. Il faut donc ouvrir votre cœur et votre âme vers l'autre en signe de renouveau affectif. Pour tous ceux qui sont déjà en couple, attention. Mercure pourra provoquer des incompréhensions. L'été c'est chaud. Aïe aïe aïe. Attention. Hot summer girl. Mercure pourra provoquer des incompréhensions ou des malentendus dans le couple ou dans vos relations. Il est pas ouf ton été, hein. Si t'es en couple, je te jure que là c'est le moment de se séparer. Quand j'ai écrit vos horoscopes, j'étais là genre trop bien et tout, nana. Après Verseau, j'étais là. Par contre, en fait, si t'es en relation avec tes Verseaux, pour tous les Verseaux en couple, ça pue. Bref, c'est le moment de faire un bilan de votre vie et de réajuster la trajectoire si besoin. Je suis désolée. Bon, après il y a des gens comme moi qui croient pas en ouais, grave. Non mais heureusement qu'elle a dit qu'il allait faire beau fin juillet. Que l'été sera tu pourras pleurer, ça va sécher hyper vite. À partir de mi-juillet, il y a encore le temps. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes concerné. Et c'est vrai que l'été, c'est aussi la saison où il y a plein d'injonctions. La première, c'est de partir en vacances et d'avoir un agenda bien rempli. Ah mais ça, alors, c'est sûr. Je vous demande forcément, est-ce que vous savez déjà où vous partez ? Je sais depuis janvier. C'est vrai. C'est vrai. Et tu pars ? Je pars à Bali. Ah, mais toi, ça se voit, tes cancers. Il y a un bel été qui se prépare. Toi, tu sais déjà ou pas ? Ouais, il y a plein de petits trucs. Bah, déjà, je retourne voir des copines en Allemagne et en Grèce. Trop bien. En Grèce, mais la Grèce, il va chaque année. Super chaud, ma belle. Ouais. Et trop après, trop chiant, j'ai un pote qui organise son anniv sur un week-end canoë. Genre 4 heures par jour en mode bivouac. C'est pas un anniv. J'ai entendu sur un week-end à Cannes. J'allais dire t'es sérieuse, non, canoë kayak. Mais 4 jours. Ouais. Tu as un mal au bras, ma belle. Un peu de sport pour le summer body. Non, moi, dans ce genre de délire, je suis la personne qui pagaie pas, donc. Mais moi aussi, mes bivouacs, comment je fais Qui va m'aider à dormir dans une tente? Mais écoute, ça s'appelle les expériences de la vie. La dernière fois, on a parlé de la van life. Là, c'est la canoë life. Ouais, t'étais intéressée par la van life. C'est vrai, c'est ma nouvelle personnalité. J'adore.
C'est une succession d'expériences. Voilà, Florence. Et toi? Bah écoute, moi c'est sûr, je pars au Portugal. Après, je sais pas. Moi, je suis plutôt one life. Mais ça vous tout stresse ça. quand vous avez pas des plans pour les vacances, vous? Pas du tout. Moi, je suis Miss dernière minute. Moi, je suis Miss, tout est prévu carré comme un kiri depuis longtemps, tu vois. Ok. Non, moi, Genre là, moi, je commence à préparer ce que je vais mettre dans ma valise. Tu vois, genre, j'ai des listes et je me dis, ok, là, je pense à partir de là, faudrait que j'achète ça. Comme ça, j'aurais déjà et tout, tu vois. Ok, bah moi, je pars dans quelques semaines et j'avoue, j'ai rien. J'ai rien du tout. Ouais, mais après, J'avoue. c'est peut-être parce qu'on a grandi. Mais je sais pas, mais quand je trouve quand on était genre collège, il y avait trop un truc de ceux qui partaient pas en vacances, c'était la honte. Et moi, je me C'est vrai. souviens, Non, mais c'est vrai. De Bah, ouf. ça dépend d'où tu viens. De ouf. Parce que... Ah ouais? Ouais, Et moi, moi, justement, ça... j'allais chez mes grands-parents parfois hyper longtemps. Et j'étais grave en mode non, je vais là, là-bas, là. tu t'es déjà inventé un voyage. mais non, mais je comprends. C'est vrai, quand t'es jeune et tout. En plus, t'as des potes, des fois, qui ont pas forcément les mêmes moyens. Eux, ils font des vacances. Mais même pendant les petites vacances, genre octobre, là, tu sais, ils partent en Martinique. Ils reviennent tous bronzés. Ils sont bronzés. Ils partaient au ski. J'étais là, mais ouais. J'étais en mode. Je suis partie en Jamaïque. On est en septembre. Alors que toi, t'as juste acheté un pull. C'est genre. Bonnes vacances. Mais les filles, c'est ce qu'on offrira à nos gosses, ok? En tout cas, quand on a la chance de partir en vacances, justement, il y a l'injonction numéro 1 aussi qui revient chaque année. Celle-là, c'est celle du summer body. Ah ouais. Bon, d'abord, on va faire un exercice. Ok. Alors, fermez les yeux. Ok. Et imaginez-vous en Grèce, justement. Ok. Vous marchez, il fait beau, il fait chaud. Ok, Là, j'aime vous trop. entendez le bruit des vagues. Vous vous arrêtez sur cette plage sublime. Et là, vous voulez vous baigner. Qu'est-ce que vous ressentez, les filles? De l'angoisse. Moi aussi, je suis un peu Exactement. stressed. De l'angoisse, on est d'accord. Non, en fait, l'idée de la plage l'été, c'est censé nous évoquer du lâcher-prise et tout. Mais il faut savoir que se montrer en maillot de bain, c'est une source de complexe pour 7 femmes sur 10. Bien sûr. Et ça a un impact hyper puissant sur la santé mentale. Pour certaines, l'anxiété est tellement forte en fait que ça va jusqu'à des troubles du sommeil ou encore des épisodes dépressifs. Oh. Est-ce que pour vous, c'est un peu une épreuve un petit stress au moins de se dénuder à la plage et tout? Ouais. Franchement, ouais. C'est pas mon moment préféré surtout au Ouais. début de l'été. Après, Et vous, ça vous je stresse prends plus, l'habitude. genre par rapport Ouais, aux ça. gens avec qui vous êtes ou par rapport aux gens qui sont sur la plage en mode... Ah, moi, les gens avec qui je suis, s'il y a des gens que je connais pas, c'est presque Mm. impossible que je me baigne. Ouais, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Non, pas que je me baigne parce que j'aime trop l'eau, mais Ouais. j'avoue, le Tu vas moment où courir. je vais enlever mes sapes et tout, je vais être là, genre on se regarde. Ouais, et tout, tu vois, c'est trop bizarre. Ça met un paréo, ça sort de l'eau, ça met un moi, de toute t-shirt. façon, je suis Madame Paréo. Moi, jamais Mais sans après, Paréo. moi j'aime trop C'est mort. aussi me dire que tout le monde se regarde tellement, genre surtout les meufs je pense, Mm. qu'en vrai t'es trop occupée à te regarder pour regarder les autres, tu vois. Donc, Bon. mais bon, en tout cas pour éviter cette gêne, il y a une grande majorité des femmes qui préparent leur corps d'une manière ou d'une autre à l'approche de l'été. Pour beaucoup c'est via un régime ou le sport et l'ambition c'est d'atteindre ce entre guillemets fameux corps idéal qu'on appelle le summer body. Mm. Est-ce que vous faites des petits bails là en ce moment? Écoute, moi, j'ai l'ambition. Et c'est tout, ça s'arrête là. Moi, là, j'ai commencé un peu le sport. Mais je me Mais suis ma pas belle, dit que c'est dans c'était 2 pour semaines le... l'été. Non, mais je me suis pas dit que c'était pour le summer body. Ouais. On va Ouais. dire que j'ai de la chance de pouvoir manger ce que je veux. De pas trop prendre. Mais c'est ouf, moi aussi j'ai commencé le sport inconsciemment. Ouais, voilà, c'est grave pour ça Moi peut-être. aussi, ça se trouve, c'est pour Peut-être. ça, mais... C'est Mais possible. bon, d'ailleurs pour les experts, suivre des challenges de perte de poids rapide, c'est complètement contre-productif dans le sens où en fait la plupart elles vont reprendre du poids par la suite. C'est grave connu, Le ça. tristement célèbre effet Le yo-yo quoi. Ouais. Et ça peut être super déprimant, sachant qu'il y a aussi cette injonction qui dit que quand on revient de vacances, on est censé avoir glow up. Et ouais, et ça, on se l'inflige depuis les années 60. Ouais, rien de nouveau sous le soleil. En fait, le concept du bikini body, il est apparu aux États-Unis dans ces eaux-là. En fait, c'était dans une campagne pour une chaîne de salons d'amaigrissement. Et si on regarde la presse depuis, c'est intéressant parce qu'on peut voir comme la vision du corps parfait, il évolue. Donc dans les années 70, c'était la hype des abdos. Dans les années 90, des énormes poitrines. En 2000, c'est le culte de la minceur. Et aujourd'hui, c'est un peu le corps type sablier. Donc voilà. Par contre, les injonctions, ça bouge pas. Et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, la pression, elle est encore plus forte avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous le ressentez C'est archi pas une impression, Florence. C'est Bah ouais, totalement vrai. À partir de mars, Bien tu sûr. commences à avoir des bikinis partout. Ouais. Tout le Ouais, monde ouais. commence à bouger au soleil et Grave. Mais je trouve que le pire, c'est qu'aussi, même quand on se compare, on sait qu'il y a plein de retouches qui sont faites et tout. Ouais. Et genre, pourquoi ça nous rentre pas dans le crâne de... C'est vrai.
C'est fin, je sais pas. Mais parce que aussi les retouches sont de mieux en mieux faites. Elles sont il y en a qui sont très naturelles. Et vu qu'il y a ce truc de toutes les meufs qui disent non mais regardez là j'étais belle et tout mais c'était retouché et regardez quand je suis sans retouche elles sont aussi super belles, il n'y a rien qui change. T'es en mode où est Charlie quoi, tu cherches le jeu des 7 erreurs. Genre, c'est les mêmes. T'as pas des fossiles de 5 km, ok. Non, pardon. Mais bon, après les réseaux sociaux, ça a aussi du bon parfois. Hein. Il y a pas mal de contenus body positif qui mettent en lumière plusieurs types de corps et qui invitent à assumer ses formes. Mais bon, même ça, c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Mais c'est vrai que ça, on le voit beaucoup à la plage avec les stratégies qui sont mises en place par les femmes. Et tu le disais, porter un paréo par exemple quand on se déplace ou parfois rentrer le ventre aussi tout simplement. Et cette autocensure, en fait, c'est la conséquence du fait qu'on veuille contrôler le corps des femmes dans l'espace public. Et ça me fait aussi penser à ceux qui jugent la pratique du topless. Résultat, aujourd'hui, c'est hyper rare de voir des femmes oser faire tomber le haut. Elles sont seulement 16% à le faire. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous faites ou pas? Regarde-moi bien. Jamais de ma vie. Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai une tête à enlever le haut? Déjà, je mets un paréo, tu me parles de quoi là? Est-ce que j'ai une... Tu me parles de quoi? Imagine, t'es seule sur une crique. Non, c'est mort. Je serais archi mal à l'aise de moi-même. Genre, la crique me voit, c'est mort. Ouais, juste la mer, elle me voit. J'allais dans l'eau, un poisson. Non, je peux pas. Imagine maintenant le poisson, il commence à téter. Ça va pas. Non, je peux pas. Et toi, c'est ton délire? Ça dépend. Je pense que c'est le genre de truc que je vais plus oser faire si j'ai un mec ou quoi avec moi que des copines parce que ça fait trop peur, je trouve. Et d'ailleurs, les premières causes de la baisse de la pratique du topless, c'est justement la peur du regard des autres hommes ou en fait d'être victime d'une agression et aussi de voir des photos de soi circuler. Parce qu'en soi, oui, aujourd'hui avec les téléphones, c'est des malades. Et en même temps, c'est légitime parce qu'il y a une Française sur 2 qui a déjà été harcelée à la plage. Est-ce que vous, c'est un lieu qui vous fait peur? Genre, est-ce que vous seriez capable d'aller à la plage seule, par exemple? Moi, j'aime trop la plage. Ouais, moi, je pourrais aller à la plage. Ouais, franchement, solo, musique, petit livre. Petit après-midi. Non, franchement, tranquille. Mais je pense que si j'y vais seule, je vais pas me baigner. Ouais. Ah ouais? Je suis en mode, moi, je me pose et tout. Ah non, moi je suis obligée, j'ai la tactique, je me mets sous le soleil, tac tac tac, j'ai bien chaud, je vais dans l'eau, je me rafraîchis, après je tape une sieste. Ça, j'aime bien, mais avec du Mais moi je pourrais me manque, tu vois, parce qu'en plus, je pense, vu que c'est immobile comme lieu, genre les gars qui te font chier, genre tu sais qu'ils restent à côté et qui vont grave regarder pendant 10 Après tu choisis bien ton endroit au début et s'il y a des gens relous, franchement, changer de place. Hein. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais bon, en tout cas, les filles, pour avoir un summer body, vous avez juste à avoir un body. Sachez-le. Et que ça soit l'été. Grave. Est-ce que vous êtes dans la vibe hot summer girl? Oui, moi je pars entre copines, là c'est... On est des city girls. Ouais, pourquoi pas, Et toi? Ouais, moi j'aime trop les trucs comme ça. Tous les voyages entre meufs et tout, c'est la base. Vous savez, l'appartement il est en bordel, on se prête des sapes et tout. On loue une voiture, on met la musique à fond. Alors pour tous ceux qui savent pas, hot summer girl, c'est une expression qui met en avant vraiment le fait de vivre sa vie sans regret, apprendre à se connaître, vivre sa best life entre copines en été quoi. Et c'est surtout aussi une invitation à contrer les injonctions qu'on impose à ces femmes avec ce fameux summer body. Et il y en a d'autres, on va voir ça avec toi Leïla. Ce fameux summer body dont tu nous as parlé Flo. En bref, c'est un peu vivez le moment présent et profitez de votre été. Mais tu sais que ça, il y a même certaines meufs qui disent que c'est une autre injonction d'être hot summer girl parce qu'il y a aussi cette image de la hot summer girl qui sort tout l'été, qui a une sexualité débridée et tout et qui sont en mode mais en fait c'est bon, on a aussi le droit de rester regarder Netflix mais vous pouvez grave, c'est aussi un kind of hot summer girl. Mais c'est juste moi ça, je le fais en hiver. Hot winter girl. En fait moi je me dis l'été, mais vous avez vu comme je suis bronzée? Mais vivons. Faut que je montre à la terre entière. Mais grave, mais vivons en fait. Mais vivons, c'est trop bien. Non mais l'été c'est vraiment ma saison préférée. Mais le mot profite, il donne trop. Genre imagine, c'est comme moi là, j'ai une copine qui était en vacances et elle avait grave mal au ventre. Toutes les vacances, elle était en mode putain, on profite pas comme on devrait profiter et tout. Et moi, je trouve dire profite, c'est tellement de pression aussi. C'est une injonction. T'es obligée de kiffer. Parce que du coup, si t'as pas assez profité, ça veut dire que t'as passé un été naze. Alors que moi, parfois, je me repose, je suis trop contente. Moi, je suis trop contente de genre rien foutre, mais hors de chez moi. Pareil. Et en vrai, des vacances, c'est pas rien faire, je trouve aussi. Genre, t'as bougé. C'est juste s'octroyer du repos. Tout simplement en fait, tu vois. Ah donc, non, moi je trouve que parfois c'est grave pas reposant les vacances. Justement. Oui, ça dépend ton type de vacances. Il y a les vacances. Vous êtes quel type de vacances? Vous êtes vacances culture, visite ou plage, piscine, farniente? Moi je suis un mix des deux. Moi mix des deux, mais plus viens on se repose s'il te plaît. Ok, d'accord, toi?
Moi, ça dépend de là où je vais, je pense. Il y a aussi mix des deux, mais ça dépend trop. Même les gens avec qui. Enfin, je sais pas. Ça dépend des gens. Trop de trucs. Ouais. Mais J'avoue. on est éclectique. Ouais, on s'adapte. 7 heures sur la plage, ça me va. Petit pique-nique à la fin, j'avoue. Non, Et mais tu ouais, rentres. vraiment, mais Alors moi Et rien j'adore faire. genre ouais pareil, plage, rentrer, T'es manger. Et les filles, le moment où vous vous lavez, vous observez le bronzage, Ouais. vous vous faites belle, vous sortez au resto. Oh, j'ai hâte. Oh là là, j'ai hâte. Je vous aime beaucoup, mais j'avoue, j'ai hâte. 20h19, on écoute toujours la pluie et le beau temps et on débriefe toujours l'actu, culture et société sans tabou. On vous l'a dit, hein, Larry, l'été arrive à grands pas et comme chaque année, hein, avec les beaux jours, on fait face à une vague d'injonctions. Alors des apéros, alors des réservations de vacances. Certains ont déjà préparé leur to-do list de l'été, leur destination et j'en passe. Et il y en a aussi beaucoup qui ont depuis plusieurs mois préparé leur corps. Alors on a vu avec toi Flo, hein, l'injonction numéro 1 start de l'été chaque année, le summer body, c'est-à-dire le corps parfait de l'été. Mais il y en a un autre qui nous touche particulièrement, nous les femmes, c'est le problème des poils. Leïla, t'es d'accord? Oui, parce que les hommes ont toujours eu le droit de porter fièrement le poil. Un homme poilu, c'est un signe de sagesse et de virilité, alors que pour nous, les femmes, non. On insiste plutôt sur le fait que la peau doit être bien douce. Et en préparant le sujet, je suis tombée sur une interview de Juliette Lanrouilly. Donc, c'est l'autrice de Parlons Poil qui racontait que pendant ses recherches, elle avait été choquée de voir que des garçons et des ados ne savaient pas que les femmes avaient des poils de base. Et c'est fou, je te jure. Moi, ça m'a estomaqué quand j'ai vu le truc. C'est tellement magique. Ouais. Quand ils disparaissent comme ça. Et je me dis, on dirait vraiment que c'est interdit pour les femmes de garder leur corps tel quel et que l'épilation, elle est tellement intégrée que l'absence de poils, elle paraît naturelle. What? Est-ce que vous vous épilez et pourquoi vous le faites? Parce que j'aime pas les poils. Oui, Ok. oui, oui. Et toi, tu t'épiles? Ouais, mais j'aimerais trop être cette fille qui est en mode non, mais c'est pas grave et tout, mais T'arrives c'est pas? dur, Dis la vérité, genre, c'est chaud. Bah ouais. Ouais, Et Ouais. pourquoi je le fais? Bah je sais que c'est par rapport aux autres, tu vois, mais Ouais. y a que bah ouais, je pense. Mais... Ouais. de toute Bref, façon, ce que c'est- tu demandes à tout le monde, on va Ouais. tous dire ça. Et moi, genre. je me dis que c'est le truc que j'arriverai jamais à arrêter. C'est inconcevable de me dire qu'un jour, je vais lever le bras Ouais. et qu'il y aura des poils sous Mais mes est-ce que aisselles. ça te choque quand tu vois une meuf comme Bah, ça, quand je vois tu une vois meuf qui a des poils, je m'en fous. Mais Enfin, pareil. genre, j'y prête pas attention, tu vois. Mais ouais, me Pareil. dire que je vais mettre une jupe et que j'aurai les jambes poilues, c'est vraiment, je n'y arrive pas. Et c'est fou parce que du coup, on se persuade qu'on le fait pour nous parce qu'on n'aime pas les poils, parce que c'est plus hygiénique, entre Ouais. guillemets, alors que souvent on le fait pour le regard des autres. Parce que moi, par exemple, je le fais même l'hiver. Est-ce que vous faites des pauses d'épilation l'hiver? Franchement, l'hiver, je m'en fous. Enfin, en tout cas, les jambes, je m'en fous. Enfin, je suis pas non plus en mode. En vrai, j'ai grave pas beaucoup de poils, donc je pense que c'est pour ça. Mais l'hiver, je suis pas en mode. Oh, faut vite que je fasse mes jambes, tu vois. Ah ouais. Genre, non. Mais moi j'ai trop le au cas où facile, genre même là tu te casses la jambe, tu vas à l'hôpital. Au cas où Mais l'infirmière. vraiment au cas où tout. Ouais. Et Non, moi, toi c'est juste, c'est dans ma routine. Genre, toutes les 4 semaines, j'ai mon épilation. Donc, Mais ça je dépend, l'arrête pas ça l'hiver, dépend, tu ça vois. dépend vraiment des zones. Aisselle, c'est mort, c'est tout le temps, tu vois. Ok. Mais j'avoue, jambes, et puis j'ai commencé genre grave tard. Ouais. Parce que j'ai dû commencer à la vingtaine, parce que j'avais rien, tu Ok, vois. ouais. Et même, je me rappelle, parce que ma sœur était esthéticienne, et je lui avais dit, pourquoi tu me fais pas les jambes et tout? Parce que tout le monde fait les jambes. Elle me disait, mais t'as rien. Ouais. Mais, Putain, tu mais vois, moi c'était- je m'en souviens aussi, genre collège, je pleurais pour que ma mère elle m'emmène chez l'esthéticienne. Mais vraiment je disais mais tu te rends pas compte? Ouais, Je pense que j'avais 3 poils sur le quai, mais tu te rends vraiment pas compte. J'ai des poils, on a piscine la semaine prochaine. Et c'est vrai que parce qu'on le fait aussi, surtout pour le regard des hommes. Bah de ouf, parce qu'on se dit qu'une femme non épilée, elle sera moins désirable. Peut-être parce qu'aussi un homme sur 4 a déjà demandé à sa partenaire de s'épiler, totalement les poils pubiens par exemple. Mais il y a des hommes hétéros pour qui le poil n'est pas rédhibitoire et beaucoup plus qu'on ne le croit, je pense. Ah ouais, mais quelle femme s'est réveillée un matin et qui s'est dit qu'elle allait se retirer tous les poils du corps, que ça deviendrait une norme, genre à quel moment? Bah cette femme, je pense que ça devait être un homme. On sait pas trop à quand ça remonte, mais on retrouve des textes qui mentionnent et conseillent l'épilation dès l'Antiquité. Et tout ça pour séduire les hommes qui voulaient des femmes bien douces à caresser. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu de plus en plus fréquent. Et c'est au XVIIe siècle que la différenciation entre le rôle de l'homme et celui de la femme se matérialise vraiment physiquement. Et qu'on va commencer à imposer des corsets, et de la blancheur et de la douceur aux femmes. Du coup, dans les années 70 aussi, on a eu un mouvement hippie, de libération sexuelle, et on est en quête un peu plus de naturel, donc on se laisse pousser les poils, alors qu'aujourd'hui, l'épilation intégrale,
c'est de plus en plus la norme et que c'est l'exception chez plein de femmes. Et après, faut se l'avouer, tu vois, cette obsession du corps sans poils, on la doit aussi beaucoup au porno, parce que dans les années 90, les actrices, elles étaient épilées intégralement pour qu'on puisse en voir plus et qu'on puisse voir mieux. Et c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, ça rythme un peu notre vie. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui s'interdisent d'avoir des rapports quand leur maillot n'est pas épilé, et ça fait qu'il y a une espèce de calendrier du genre... une contraception. Ouais, voilà. Du premier... en gros, le premier du mois, on est douce au moins jusqu'au 15. Donc, ok. Du 15 au 25, les poils sont un peu courts. Et ils sont trop courts pour être épilés, mais ils se voient quand même, donc pas ouf. Et à la fin du mois, ils sont trop longs, donc c'est mort, et ainsi de suite. Est-ce que vous faites attention à votre épilation pour capter un mec, par exemple ? Jusqu'à la stache, bien sûr. Moi, ça, pas tant, franchement. C'est un peu le truc où, justement, comme t'as dit, après, je sais pas, peut-être c'est une question de chance ou pas, mais genre, j'ai jamais été face à quelqu'un qui soit en mode... quoi genre... Moi, je me dis que je vais être encore plus vigilante. Je me dis, il va avoir que ça, genre. Et moi, je trouve qu'au contraire, genre, tu sais, ça fait un peu écho au truc de Maëva Guénam, là. Enfin, moi, je trouve qu'aussi, personnellement, genre, une femme avec 0 poil à cet endroit-là... Ah, mais toi, tu parles de ça. Tu parlais de quoi, toi ? Bah, je sais pas, tout. Les poils. Genre, j'ai dit la tâche, genre le duvet, mais ça compte aussi, les aisselles. Tu sais, imagine maintenant, t'es dans un concert. La stache, c'est un petit nom. Genre. Non, la stache, c'est la moustache. Je parlais de ça. Non, je parlais de ça. Ça, c'est trop profond dans l'intimité. Parce que quand tu captes un mec, tu peux juste aller boire un verre. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je te parle de. Imagine maintenant, tu vas à un concert avec un gars, t'es là, ouais, tu lèves les bras, t'es là, t'es full. T'es full, elle a dit. T'es full en poil. Je trouve, désolée, mais c'est un bon test. Genre, en vrai, trop bon test en premier date. Si tu fais un commentaire, tu dégages. Genre, vraiment, tu vois. Après, je me dis, est-ce qu'il y aura quelqu'un un jour sur cette terre qui aura le courage de me dire, bien sûr, t'as un poil sous l'aisselle ? Mais bien sûr. Mais on va tellement se bagarrer. Je suis désolée, mais c'est le jour où tu vas te prendre la plus grosse baffe de ta vie. Et même parfois, c'est juste pas ça. C'est des petites remarques en mode t'as l'habitude de les. Mais c'est une dinguerie en vrai. Moi perso, je verrais trop ça comme une humiliation. Mais évidemment. Après, j'appellerais ma copine. Non, mais meuf, j'ai pas fait mes aisselles et tout, c'est chaud. Il a vu. Oui, imagine, il dit non, mais tu vois fixer. Mais sur ce que tu revenais sur le fait qu'un mec soit obnubilé par le fait qu'une meuf n'ait pas de poils pubiens, il y a un problème. Bah ouais. Une femme adulte, c'est censé avoir des poils. Ouais, c'est vrai. Et ça, même les gynécos le disent. Ouais. Parce que ça favorise. Gardez vos poils, ça vous protège. Merci Docteur Flo. C'est vrai aussi, pour pousser à l'épilation, on a aussi fait croire pendant longtemps qu'avoir des poils c'était sale. Il y en a encore beaucoup qui le pensent. Ouais, alors que contrairement aux idées reçues, les poils sont hygiéniques et les bienfaits qu'ils ont sur le corps des hommes, ils ont les mêmes sur le corps des femmes. Donc les poils, c'est une protection pour notre peau. Et par exemple, quand il fait chaud, les poils retiennent la sueur près de notre peau et permettent de la garder hydratée et de rafraîchir notre organisme pour réguler la température du corps. Et pareil, quand il fait froid, il se dresse pour nous tenir chaud, d'où la chair de poule. Donc les poils sont là pour quelque chose. Aimons-nous avec ou sans, vous faites comme vous voulez. Et arrêtons de voir celles qui décident de garder leurs poils comme des marginales. Je pense que c'est elles en vrai qui ont tout compris. Déjà, elles gagnent du temps. Ouais. Elle gagne de l'argent parce que j'ai calculé et une femme dépense environ 10 000 € dans l'épilation au cours de sa vie, et c'est si elle n'est pas très poilue. Wow. Vous savez qu'il y a un secteur en plein essor en ce moment, c'est celui du corps forcément, et c'est un truc de ouf comme aujourd'hui les femmes dépensent. Et par rapport aux poils dont tu parlais, il y a le secteur de l'épilation définitive qui cartonne. Vous y avez déjà pensé ? Moi, j'y pense tous les ans et après, je me dis, en fait, c'est super cher. Moi, j'ai déjà pratiqué un peu. Ouais, ça fait pratiquer un peu. Ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal. Ça fait pas mal. Enfin, ça fait mal, mais c'est tellement rapide. Ok. Genre, c'est... Ouais. C'est vrai qu'il y a après, on m'a dit que sur les peaux noires et tout, c'était chaud. Donc je vais te répondre dans un instant. En vrai, c'est la même chose qu'un tatouage pour celles qui en ont. Juste, il y a plusieurs techniques en fait, et je pense que c'est aussi ça qui justifie le prix parce que c'est assez cher. Il y a l'électroépilation, donc à haute fréquence, la photoépilation aussi, donc c'est via laser ou lumière pulsée. Je sais pas ce que toi t'as fait, mais par contre pour être ce praticien-là, en tout cas qui fait l'épilation définitive, faut vraiment être forcé parce que ça reste un acte médical qui doit vraiment être encadré. Ça, c'est pas un truc que tu prends à la légère, tu vois. Et ouais, du coup, ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux peaux noires. Bah écoute, c'est une info que moi aussi j'ai beaucoup entendue, mais du coup si tu l'as fait c'est possible. Donc du coup j'ai demandé l'avis à mon esthéticienne. Mais en tout cas pour les peaux foncées, mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu ça. Avant, c'est réel.
quand ça a commencé à être une pratique qui se faisait beaucoup, on disait que pour les peaux foncées, c'était pas possible. Oui, Ça, c'est vrai. J'ai été charlatanisée. Hein. T'inquiète, j'ai demandé l'avis à mon esthéticienne, voilà. Alors elle, c'est la meilleure, je vous la présente. Elle s'appelle Lala. Elle s'appelle Lala et elle est spécialisée dans les peaux noires. Voilà ce qu'elle m'a dit sur l'épilation définitive et aussi sur l'entretien de nos peaux. On l'écoute. Hello, moi c'est Lala Soumaré, esthéticienne depuis 15 ans, spécialisée dans les peaux noires et métissées. Concernant l'épilation définitive, sachez que celle-ci est tout à fait possible pour les peaux noires. Par contre, attention, pour les peaux les plus foncées, il faudra impérativement que ce laser utilise une technologie YAG. C'est un laser qui va pouvoir aller très profondément et vous assurer les meilleurs résultats. Dans un deuxième temps, il faudra impérativement utiliser une crème solaire. C'est la seule chose qui va vous empêcher tous les dégâts causés par le soleil, notamment le plus important qui est le cancer de la peau. Et oui, toutes les peaux, même les peaux noires, ont besoin de crème solaire toute l'année. Vous m'avez entendu? Vous Merci, avez bien entendu. Lala. Et c'est vrai. Et Lala, elle me dispute tout le temps. So, t'as mis ta crème solaire? En effet, j'ai fait du YAG. Si jamais vous avez la voilà. Donc on a la réponse. Lala, t'es douée. Exactement. Je valide. On te valide, Lala. 20h32 sur Move. Vous écoutez La pluie et le beau temps et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. Alors pour cette dernière partie, on part directement au Portugal puisque c'est bientôt le retour d'Afro Nation. Afro Nation, c'est le plus grand festival d'afrobeat et dames à piano au monde. Ce sera du 26 au 28 juin 2024 sur la plage de Praia da Rocha à Portimao, dans le sud du Portugal. Tu parles même portugais. Mais ouais. Coréen. Italien. Portugais. Anglais. Français. Et oui, Oh, on est... Tu es polyglotte. Je suis polyglotte. Donc effectivement, je l'ai dit, ça sera à Portimao, dans le sud du Portugal. Et à Afro Nation, c'est la plus grande célébration mondiale de la musique et de la culture africaine au monde depuis 2019. Le festival a joué un rôle dans l'exposition de superstars mondialement connus. Je pense à Burna Boy, Wizkid, Davido qui est venu en janvier dernier ici, à ta place, sur Move. Et j'ai envie aussi de vous parler de Tyla. On dit Star. Ah, ça, jeter de l'eau. Alors Tyla, elle était déjà bookée l'année dernière à Afro Nation et entre-temps, cette année, en février 2024, elle a gagné le Grammy Awards de la meilleure performance de musique africaine. Ouais, et aujourd'hui, du coup, les artistes africains, ils sont vraiment reconnus à l'échelle internationale, mondiale, et c'est plus qu'une fierté en vrai. Mais bien sûr. Et un festival comme Afro Nation qui met en avant l'Afrique et la diaspora dans une célébration mondiale, que ce soit au niveau de la musique, de la danse, de la nourriture ou encore de la mode, et bah clairement, ça rend fier. Et double fierté puisque cette année, on a des artistes francophones aussi dans la line-up. Ouais. Et d'ailleurs, depuis son lancement en 2019, Afro Nation a été visité par un gros public français. L'année dernière, il y a eu 29% des festivaliers qui venaient de France. Et cette année, à 2 semaines du lancement, on en compte 23. Donc il y a 23% de Français dans les réservations. Et c'est vrai que la line-up, elle est bien diversifiée. Au niveau international, on a la queen du rap US, Nicki Minaj, ta star Flo, dont tu vas nous parler tout à l'heure. Au niveau des artistes africains, en plus de Tyla, on a Asake. On a Flavor, Rema ou encore Omalay. La liste, elle est très longue. Cette année, la liste, elle est longue. Mais aujourd'hui, moi, je suis fière de vous parler de nos artistes francophones qui vont aussi être en tête d'affiche. Je pense à Nino, qu'on ne présente plus, Taïk Dadju, qui cartonne en ce moment avec leur projet Héritage, Lisandro Cucci, qui est venu aussi chez Move dans Bang Bang, début mai, à ta place aussi, Leïla. Voilà. Et il était venu nous dévoiler son nouveau titre, Tolo. Et bien sûr, parmi les grandes stars cette année, on a l'auteur, compositeur, interprète, star de la jeunesse congolaise, Tokos Fally Ipupa. Et aujourd'hui, Leïla, tu vas tout nous dire sur sa carrière. Exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aigle, ma star Fally Ipupa, mon chanteur congolais préféré. Même si je comprends pas un mot de lingala, je saoule tout mon entourage avec ses sons. Et comme tu l'as dit, c'est une des têtes d'affiche d'Afro Nation cette année. Est-ce que vous écoutez déjà pour commencer? Bien sûr. Moi, de temps en temps, ça m'arrive aussi. Ok, bien donc sûr. personne ne découvre. Ah non. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fally, c'est un peu l'héritier du pilier de la rumba congolaise, la star internationale Papa Wemba, et ça donne ça. Et
du coup, la rumba congolaise, c'est un genre musical apparu au Congo à la fin des années 30 qui mélange des sonorités africaines et caribéennes. Est-ce que vous connaissiez Papa Wemba avant ça? Mais Papa Wemba, c'est la base pour les Congolais. C'est le Johnny des Français, c'est le Youssou N'Dour des Sénégalais. Pour tous les Africains de base, genre tes parents, ils ont forcément un son de Papa Wemba dans leur playlist ou un CD, tu vois. Je te jure, c'est horrible. Avec les images des années 90, là, dans les cassettes. Et aujourd'hui, du coup, Fally Ipupa, il s'est aussi devenu un des représentants de cette rumba congolaise à l'international. Ouais, parce que son premier public, ça a été la diaspora congolaise de France et de Belgique, donc les anciens pays colonisateurs du Congo. Et depuis les années 2010, son public s'est élargi et se compose de jeunes d'un peu tous les horizons, comme nous. Résultat, aujourd'hui, il cumule plus d'1,5 milliard de vues sur YouTube et cette année, il a performé à guichet fermé à la Défense Arena, donc à Paris. C'est quand même 40 000 places, à l'ING Arena à Bruxelles et à l'Ovio Arena Wembley à Londres. Ouais, c'est vrai, mais pourtant, tu sais que des chanteurs de rumba, il y en a beaucoup et ils sont tous bourrés de talent. Comment Fally Ipupa a réussi à se démarquer et conquérir un public aussi large? Alors, c'est vraiment dans les années 2010 que sa carrière, elle a pris un tournant international, on va dire. C'est parce que c'est à ce moment-là que les maisons de disques françaises, elles voient que la musique africaine, elle a du potentiel et elles commencent à s'intéresser à Fally. Et en 2017, il sort l'album avec lequel je l'ai découvert, perso, son 4e album, Tokos. Et du coup, on écoute un extrait de mon son préféré, À mort. Pour toi, j'ai tout donné, mais toi, t'as tout gâché. Je donnerai même ma vie pour te voir, mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et reviens, mon bébé. Et du coup, à la sortie, il y a un engouement de fou parce que c'était vraiment la période où la musique africaine s'est imposée dans le monde entier avec l'afrobeats ou l'amapiano. Et c'est l'album qui lui permet d'imposer son style qui s'appelle la Tokos Music et qui est un mélange de rumba congolaise, de R&B et de hip-hop. Et on voit clairement que cet album, il est fait pour permettre aux francophones de découvrir sa musique. Il y mélange le français et le lingala. Il dit adieu aux morceaux qui durent de 6 à 10 minutes. Ils aiment trop faire ça. Rempli de dédicaces, tu vois. C'est tellement long. Avec, pour des morceaux de 3 à 4 minutes qui pourront passer en radio, par exemple. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il a commencé à collaborer avec des artistes français, précisément. Ouais, et surtout de gros artistes urbains, comme Booba avec le titre Kinamé. Paris, je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. On est là pour faire danser tout Paname. Tout Paname. Aussi avec Nino sur Licolo. Ou encore avec Aya sur le titre Bad Boy. Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, je vais arrêter mes conneries. Et du coup, la liste, elle est encore longue avec Damso, Dadju, Naza, Que Black ou encore SDM par exemple. Parce qu'en fait, la musique populaire, elle est très marquée par la musique congolaise. Est-ce que vous aimez? Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout que le français soit mélangé à d'autres langues dans des feats. Moi, j'adore. Ah ouais, clair. Je trouve ça trop beau. Et puis le lingala, quand c'est chanté, en fait, c'est une langue chantante. Ouais, c'est une langue musicale. Ah, j'aime trop. Je te jure. Du coup, c'est quoi la prochaine étape pour Fally Ipupa? La conquête de l'Amérique. Ah. Et en fait, je pense que c'est qu'une question de temps parce qu'en 2013 déjà, il était invité du coup par Barack Obama à la Maison Blanche pour un sommet États-Unis-Afrique. En 2022, son morceau Formule 7 avec lequel il est revenu à l'essence même de la rumba congolaise est cité dans la liste des 7 chansons que nous avons failli manquer du New York Times et ça donnait ça. Ouais. Oh non, c'est Limbambe, prix Nobel de la SAP. Eric Ndomba s'appelle Master. Et du coup, la même année, il fait des concerts à Los Angeles, à Houston, à Washington, à New York. Et il est nommé dans la catégorie meilleur musicien international des BET Awards. Donc, c'est la cérémonie qui récompense les artistes afro-américains et issus des minorités aux États-Unis. Bref, je suis très fière quand c'est l'Afrique qui gagne, sachez-le. La conquête de l'Amérique, elle a l'air bien entamée. Et j'espère que du coup, Fally amènera la rumba congolaise jusqu'à l'espace, s'il faut. Kasi, tomé ma congotina, espace. Tokos, ouais, c'est bon. Je suis polyglotte aujourd'hui, je parle toutes les langues, c'est bon ou pas? Traduction, emmenons le Congo jusque dans l'espace. Et dédicace, ça c'est ma copine. J'avoue, j'ai pris un petit cours de lingala aujourd'hui. Dédicace à toi, Brittany, merci pour ce cours de lingala. Brittany. Voilà, vous pouvez répéter avec moi. Kasi, tomé ma Congo, Tina espace, Tokos, ouais c'est bon. Tokos, ouais c'est bon. Le Congo à l'honneur aujourd'hui. Et en parlant de ce pays, justement, c'est vrai qu'en matière
matière de musique, en vrai, ils sont forts. On va pas se mentir, ils sont forts. Ils sont tellement influents qu'en mai 2022, Gradure avait annoncé la préparation d'un projet 100% Congo. Alors, on va y retrouver des artistes comme Kobalade, Leto, Guy de Besbar, NASA, Resco, Nida, SDM. En vrai, ça va être lourd. Est-ce que vous avez hâte? Moi, j'ai trop hâte d'écouter. Ça va être lourd. Déjà, il y a ouf. un petit extrait qui est sorti il y a pas longtemps sur les réseaux et je me suis dit... Je me suis dit, oh là là, l'été c'est gâté. Exactement. Allez, les 20h44, on est toujours sur Move en direct de la pluie et le beau temps. On débriefe toute l'actu, sans culture et société sans tabou. On vous parle d'Afro Nation, c'est le plus grand festival d'afrobeat, d'amapiano, de rap au monde qui met à l'honneur les artistes noirs du monde entier. Ce sera du 26 au 28 juin 2024 sur la plage de Praia da Rocha à Portimao, dans le sud du Portugal. Je l'ai dit tout à l'heure, Afro Nation, c'est la plus grande célébration mondiale de la musique et de la culture africaine au monde depuis 2019. L'édition 2023, elle a accueilli près de 40 000 personnes et cette année, franchement, avec la line-up, je pense aussi qu'on sera pas déçus. Je vous l'ai dit en première partie aussi, une des stars les plus attendues nous vient directement des States. D'ailleurs, elle vient de finir ses 2 dates à l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est la rappeuse qu'on a connue pendant notre adolescence, Florence, Nicki Minaj, sera à l'affiche d'Afro Nation cette année. Et au vu de sa carrière, je pense qu'on peut dire qu'elle reste la queen. Ouais, et d'ailleurs, elle a été couronnée reine du rap game. En fait, elle est arrivée 10e dans le classement des meilleurs rappeurs de tous les temps, fait par Billboard et Vibe Magazine. Ils ont salué ses prouesses vocales, sa longévité et son influence sur la pop culture. Et comme il n'y a pas d'autres meufs avant, ça fait d'elle la meilleure rappeuse. Et parfois, je trouve que c'est grave mérité. Est-ce que vous l'écoutez, vous? C'est grave mérité. Bien sûr qu'on l'écoute. Mais je pense que, vu que ça a été la seule pendant longtemps, c'est ça. Si tu voulais écouter du rap, en fait, tu pouvais pas passer moi, à côté de toute cette ma meuf. jeunesse. Et même si j'ai trop de souvenirs où, comme tu as dit, genre, on est au fond du bus avec des écouteurs filaires et il n'y a que des sons d'elle. Je me souviens de quand Superbass est sorti et le clip, j'étais là genre, mais c'est qui cette meuf trop bizarre? Mais en même temps, elle a grave du flow. Mais moi aussi, elle me faisait peur avec ses alter ego. J'étais vraiment en mode, qui êtes-vous? Mais bon, c'est dingue parce qu'en tout cas, elle a commencé il y a 20 piges et elle est toujours aussi populaire. D'ailleurs, son dernier album, Pink Friday 2, qui est sorti l'année dernière après une longue pause, il a encore tout cassé. C'est vrai. Et du coup, lui, il a été numéro 1 du Billboard. Et même si c'est une habitude des records, ça lui a permis d'en décrocher un très stylé, celui de la première rappeuse avec le plus d'albums en numéro 1. Oui, parce que du coup, ça lui en fait 3 et elle a dépassé Foxy Brown. Ouais, elle a été numéro 1 aussi avec Roman Reloaded en 2012. Reloaded. Et aussi le légendaire, et je pense que ça lui qu'on pensait tout à l'heure, Pink Friday en 2010. Nicki, elle est trop chaude. Et c'est vrai que c'est un album qui a été porté par des hits comme là, avec Rihanna, Kanye West ou encore Eminem. Ouais, et qui a été disque de platine seulement 1 mois après sa sortie. À cette époque, c'était vraiment le visage féminin du rap. Elle a été découverte sur MySpace en 2006, mais c'est vraiment l'année 2010 qui a été son année. En fait, elle venait de signer sur le label de Lil Wayne, Young Money, en même temps que Drake d'ailleurs. Puis elle a su prouver qu'une femme pouvait s'imposer à une période où il n'y en avait quasiment pas, justement. L'époque YMCMB, elle est inoubliable, je vous jure. Et la force aussi de cet album, ça a été sa personnalité. Ouais, complètement. En fait, elle reprend les codes de la poupée hyper sexualisée qu'on avait déjà vu avec des artistes comme Lil Kim, par exemple. Mais elle sort du lot avec son talent d'interprétation et le fait de s'inventer justement les alter ego. D'ailleurs, elle racontera plus tard qu'à la base, c'était une alternative pour fuir la réalité, en fait, où en fait, son père était violent. Bref, en tout cas, c'est un truc dont elle s'est servie dans ses sons où elle changeait de voix en fonction des persos, comme dans Superbass, un de ses plus gros succès commerciaux.
Non mais ce son il est tellement iconique. Mais tellement, il réveille les gens. Tellement, je te jure. Et dans cet album, elle livre beaucoup ses émotions aussi. Ouais, c'est clair. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que cet album, il est pensé entre guillemets très féminin, dans le sens où elle a pas du tout essayé d'équilibrer avec des titres qui ciblent des hommes. Et tout ça, ça a vraiment validé la perspective féminine dans le hip-hop du coup. Ouais, et d'ailleurs ça, c'était son ambition. Elle l'a dit en interview qu'elle voulait vraiment que Pink Friday soit un succès commercial pour ouvrir la voie à d'autres rappeuses. Ouais, en tout cas, moi je me souviens quand j'étais petite, la trouvais hyper inspirante. Donc genre une femme noire, pulpeuse, sexy, qui crie et qui parle de cul et tout, bah je me suis dit waouh. Et d'ailleurs en 2013, elle a été nommée comme l'une des femmes noires les plus influentes du monde avec Beyoncé et Michelle Obama. Et elle a aussi inspiré toute une génération de rappeuses, tu vois, justement, on a eu Cardi B, Doja Cat, Megan Thee Stallion aux États-Unis, on a Shai en France aussi. Mais ouais, c'est vraiment la bad bitch originelle en fait. Vraiment. Et d'ailleurs, elle a secoué toute la planète avec son clip Anaconda. Bon, du coup, les curieux, vous irez voir, mais dedans, elle revendique du coup la volonté de remettre les femmes avec des formes sur le devant de la scène et c'est intense. En tout cas, il a franchi le 1 milliard de vues et c'est encore la première rappeuse à arriver à un exploit pareil. Ouais. Mais moi, le clip, je l'ai re-regardé il y a pas longtemps. Et quand c'était sorti, ça avait vraiment choqué tout le monde. Les gens, ils étaient là en mode des culs partout. Trop de fesses. Et là, aujourd'hui, je le regarde, je me dis, mais en vrai, ça va. Mais moi aussi, je l'ai vu hier et j'étais en mode intense, mais bon, intense comme plein d'autres clips, quoi. Des fesses comme on en voit beaucoup. Je me dis, j'ouvre Insta, je vois les mêmes hucs, tu vois. C'est ça. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein, mais pourtant, tout au long de sa carrière, Aniki, on n'a pas arrêté de minimiser son succès, je comprends pas. Mais ouais, elle a eu droit à beaucoup de critiques de l'industrie du rap et aussi beaucoup de jugements de la part des médias sur son extravagance, etc., son couple, bref, plein de trucs. En tout cas, qu'il le veuille ou non, bah, elle a marqué l'histoire. Aujourd'hui, on l'enseigne carrément à l'université. Moi, j'ai vu qu'en Californie, il y avait un cours qui s'appelait Nicki Minaj, la Black Barbie. Et dans ce cours, on parle de son impact dans le rap d'un point de vue historico-social et féministe. Alors nous, on applaudit avec les fesses. Clap, 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 clap. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, Florence. Tu parles de Black Barbie, ça tombe bien. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a Shonda Rhimes. Vous savez, c'est la productrice de Grey's Anatomy et aussi les chroniques de Bridgerton. Scandale aussi. Ouais, et Scandale. Et elle a sorti le documentaire Black Barbie sur Netflix. Je l'attendais depuis tellement longtemps. Et du coup, en fait, ce documentaire, il explique comment la première poupée Barbie noire de l'histoire a bouleversé les représentations, surtout pendant la période des droits civiques. Ça vous dirait d'en parler dans une prochaine émission? Avec plaisir, même parler des Barbies. Mais simplement, vraiment la base. Vraiment la base. Et écoutez, on prend note. Il nous reste 3 émissions. Peut-être que d'ici là, on vous reparlera des Black Barbie. 3 émissions pour la fin de saison, attends. Oui, pour la fin de saison, mais ça, c'est une surprise. Il est 20h51, la pluie et le beau temps, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, si vous avez kiffé l'émission, en attendant qu'on revienne, parce qu'on va revenir mardi prochain, vous pouvez nous écouter en podcast sur le site et l'application Radio France.